Merci à Étienne Guillon de nous faire l'honneur de nous éclairer de ses lumières sur les matériaux. Étienne Guillon est directeur honoraire du Palais de la Découverte et de l'École normale supérieure. Il est spécialiste, alors je ne sais pas s'il va accepter, de supraconductivité, c'était avant, de thermodynamique, c'était après, hydrodynamique. En tout cas, toutes ces spécialités, visiblement, il les a un peu oubliées et il va vous parler des matériaux ce soir. On va sans doute approcher les frontières de l'art, on approche quelquefois les frontières de la philosophie. L'art, la philosophie, les sciences, c'est typiquement la culture scientifique et technique qu'essaye de promouvoir notre association Science Action. Je voudrais aussi signaler quelque chose, c'est que Étienne Guillon coordonne une exposition sur tes thèmes, une exposition interactive, une exposition itinérante, qui sera acquise par l'association Science Action au courant de l'année 2012. Il est en train de la concevoir avec toute une équipe. Et donc vous pourrez la voir en région à partir du milieu de l'année 2012. Septembre, octobre. Ouais, il commence à reculer déjà. Hein. Non, pas du tout. Non, ça demande un énorme travail. C'est une exposition qui sera, je crois, très intéressante. Et donc, je vous le signale tout de suite parce que ça vous permettra éventuellement de la voir lorsqu'elle sortira. Voilà, notre prochain forum aura lieu le 24 novembre. Mais cette fois-ci, nous irons à 2000 mètres sous la mer pour y découvrir ce qu'est la chimie et biologie dans ses profondeurs. En attendant, je vous souhaite une bonne soirée à tous. Merci Dominique Gambier, merci. Bonsoir, je suis vraiment ravi d'être ici et dans un milieu amical. J'aime beaucoup la ville de Rouen et de m'être réchauffé un petit peu à la connaissance des colombes. Ce soir, des colombages de Rouen me dit que vous avez une ville merveilleuse et j'apprécie. D'ailleurs, je m'intéresse aux composites, c'est intéressant de savoir pourquoi finalement ces structures mixtes de bois, de pisé, etc., comment elles tiennent, comment elles ont tenu des siècles durant. Vraiment des problèmes de matériaux qui sont absolument superbes, et qui est un sujet qui de façon annexe m'amuse beaucoup. Alors c'est vrai que nous sommes en train de préparer, avec en particulier Centre Sciences, qui est un partenaire, si je comprends bien, qui est votre partenaire, une exposition qui va avoir lieu à partir de l'automne prochain sur les problèmes de déchirures, de cassures, etc. En fait, j'ai proposé que deux de mes jeunes collègues, parce que moi je suis un vieux chercheur, j'ai quitté la direction de la rue d'Ulm en 2000 et puis je suis retourné comme jeune vieux chercheur dans un laboratoire de l'école de physique et chimie que j'avais créé longtemps avant. Et en particulier ces deux jeunes qu'il faut absolument que vous voyez ont fait un séminaire, mais alors vraiment un séminaire expérimental qu'ils avaient appelé la science des vandales. C'est-à-dire que pendant 1 heure, ils ont montré tout ce qu'on pouvait arriver à faire en déchirant, en coupant, en tordant, en cassant, etc. Alors il faut le faire à deux, il faut peut-être des fois mettre des lunettes parce que faut pas se mettre, on essaye de ne pas toucher au verre. Mais j'irai pas jusque-là, donc je vais plutôt essayer d'aller plus progressivement vers un petit peu qu'est-ce qui fait matière et matériaux. D'ailleurs, cette matière et matériaux, c'est un thème intéressant parce qu'on pourrait dire mais c'est pareil. Ben non, matière et matériaux, ça n'a rien à voir. La matière, c'est quelque chose de brut. Si je prends un barreau de fer, c'est de la matière. Si je construis la tour Eiffel, c'est un matériau. Le matériau va passer par une intelligence humaine, va passer par une construction, va avoir des tailles, va avoir des échelles. La matière, elle est là pour rendre service, pour permettre de comprendre comment le monde est fait. Le monde naturel aussi, c'est pareil. Et puis, je vais placer ça sous l'angle des fluides. Alors c'est paradoxal parce qu'on pourrait dire les fluides c'est finalement ça s'écoule et les matériaux on a plutôt l'impression qu'il vaut mieux pas que la tour Eiffel s'effondre sur elle-même. Alors j'ai deux héros dans la soirée. Mon premier, il est moins connu qu'Isaac Newton, il était du même période et je crois qu'il avait la même capacité de génie, il s'appelait Robert Hooke. Robert Hooke était un modeste. Il invente une loi, mais comme il ne voulait pas que les gens déposent un brevet, il l'a écrite sous forme d'un anagramme. Il a écrit Seinostus. Et Seinostus, ça veut dire ut tensio sigvis. Et ça, c'est quelque chose, on va revoir ça.
les tensions, c'est les déformations, et le vis, c'est la forme. C'est les forces. Ah, voilà, il est là. Donc, ne pas confondre l'effort que je vais faire avec mes mains pour tirer et la déformation, c'est l'allongement relatif. Je vais allonger de 5%, je vais tordre, je vais plier, je vais tordre. Donc, il écrit cette phrase-là, Seinostud, et il explique en fait dans cette loi que si je tire 2 fois plus fort, je vais allonger 2 fois plus. Mais d'un autre côté, si je mets 2 fils au lieu d'un seul pour tirer, je vais, pour le même allongement, je vais devoir exercer une force 2 fois plus grande. Donc, les déformations, c'est l'allongement, et les contraintes, c'est la force, mais pas la force. C'est la force divisée par la surface. Si la surface est 2 fois plus grande, si j'ai 2 fois plus de fils, il va falloir que j'ai un effort 2 fois plus grand. Voilà. Donc voilà notre ami Robert Hooke. Comme vous pouvez voir sur l'image, Robert Hooke, il a un microscope, c'est le premier à avoir travaillé avec un microscope à 2 lentilles, et c'est le premier à avoir détecté, c'est pas une moindre découverte, la notion de cellule vivante. Quand même une grande découverte. Hein. Toute la biologie cellulaire, M. Robert Hooke est au départ, ça fait partie de ces savants universels qui effectivement, là en l'occurrence, utilisaient. Et puis on va voir, il utilise ici une forme que théoriquement j'aurais dû pouvoir montrer, mais que chacun a vu, qu'on appelle la chaînette. La chaînette, c'est que si vous prenez un fil, on vient de me le donner, qui est là, théoriquement, il décrit une petite courbe qui est comme ça, ce qu'on appelle aussi scientifiquement une caténoïde. Il décrit cette forme-là, et c'est vraiment un matériau solide qui se déforme et qui s'allonge. Et 2 notions là-dessus. La première, c'est la contrainte. J'aime pas parler de force, il faut parler de contrainte, parce que ce qui importe, quand on va dans mon salon, je veux bien accueillir un éléphant ou une femme en talons hauts. J'ai fait refaire le sol de notre studio, mais que c'est clair qu'il ne résiste absolument pas à un talon haut, et il résisterait tout aussi bien ou tout aussi mal à une patte d'éléphant. Parce que ce qui compte, c'est évidemment la contrainte, c'est-à-dire la force, le poids, mais divisé par la surface. Si la surface est tout petite, la contrainte est très grande. Donc la notion, ce n'est pas la force qui importe, c'est la contrainte. Et puis la déformation, c'est ça, c'est les différentes déformations. Et en fait, c'est un peu simple de les regarder parce que on a compris étirer, ça semble assez naturel. Pousser, c'est déjà ouh là là, c'est compliqué pousser. Parce que pousser, si je pousse un peu, ça fait ça, mais si je pousse un peu plus, ça fait ce qu'on appelle flamber. C'est-à-dire qu'elle ne résiste pas à se courber. Plier aussi, ça c'est intéressant. Si je mets un petit scotch ici, là sur mon pli, et que je plie dans ce sens-là, eh bien ce que je vois, c'est que finalement, ça fait un tas de petits plis. Pourquoi? Parce que de ce côté-ci, j'ai raccourci. D'ailleurs, vous remarquez, c'est des sujets tout à fait intéressants. J'ai raccourci, d'ailleurs, vous voyez que c'est très régulier. Tandis que si de l'autre sens, ça rallonge. Donc plier, c'est aussi allonger. Simplement, plier, c'est allonger d'un côté et raccourcir de l'autre. Mais c'est pareil, c'est presque pareil que tirer. Simplement, on plie, on tord. Ou bien alors, tordre, c'est quoi? Tordre, c'est presque pareil aussi. Quand je tords, si je mets maintenant à 45 degrés, vous voyez, c'est tout à fait banal, c'est des trucs pour l'école primaire, d'ailleurs je ne sais plus faire que ça, je suis trop vieux. Quand vous tordez quelque chose, d'un côté, ça plie, là aussi, de ce côté-là, ça plie, ça fait plein de trucs, ça raccourcit, et de l'autre côté, ça rallonge. Vous pouvez voir, donc, tordre, plier, tirer, ou pousser, c'est changer la longueur. Donc finalement, la mécanique, c'est pas compliqué, c'est évidemment pas important de savoir si, en mécanique, si je déplace les choses, si je les déplace comme ça, ce qui est important, c'est de savoir que ces matériaux qui sont dits élastiques, on peut en changer les longueurs. On peut les allonger, on peut les raccourcir, et ça va nous permettre de décrire l'allongement,
le pli, la compression, tant que je ne fais pas ça, et la torsion. Donc, finalement, c'est des choses assez simples. En particulier, ça c'est vraiment un des exemples très simples qui est là, c'est ce que je vous ai montré, mais simplement avec un truc blanc et sur lequel j'ai mis de nouveau une bande là, et on voit très bien que finalement, quand je vais mettre ça, je vais tout simplement faire des cloques. Je vais faire des cloques, les cloques parce qu'il faut raccourcir. Donc finalement, la mécanique du solide, c'est simplement changer des longueurs de toute façon. Alors, je ne vais pas vous donner d'équation, mais je vais me poser la question tout au long de cette heure de voir qu'est-ce qui distingue un liquide d'un solide. Est-ce que c'est si différent que ça? Je ne vais pas oublier l'équation, excusez-moi, j'aurais dû changer. Un liquide, un solide, si je tire, sigma, c'est ce que j'appelle cette contrainte, il va s'allonger un petit peu, il va prendre un peu de longueur, alors qu'un liquide, si je tire dessus, un filet liquide, ce filet liquide, qu'est-ce qu'il fait? Il va continuer à couler. La différence d'un liquide et d'un solide, c'est que le liquide, je peux le faire couler, j'en ai besoin parce que j'ai besoin de ça, mais la différence avec un solide, ça ressemble un peu à un solide. Mais le point, c'est qu'avec le solide, je me suis arrêté. Avec le liquide, je continue à le tirer. Donc le solide et le liquide, un solide, quand on a fait ce qu'il fallait, il s'arrête, un liquide, il continue à couler. Mais en fait, on peut faire presque les mêmes expériences. Donc la différence entre un solide et un liquide, c'est que le solide, une fois qu'on a tiré et qu'on a appliqué une force, il reste là, et un liquide, il continue. Il continue éternellement, oui, ou dans le cas de ce petit filet de miel, il va se casser au bout d'un certain temps, et ce qui est la déformation d'un solide, c'est la vitesse de déformation d'un liquide. Voilà. Donc ça a l'air bien différent, on va voir que c'est la même chose. Alors je ne sais pas si, une fois sur deux, il ne marche pas, si le petit film qui est fait par un de mes copains de Californie marche, non. Ça c'est vraiment souvent les drames. Ça fait rien. L'expérience ne marche pas, l'expérience le filmé, mais en fait on a mis une goutte de miel entre deux plaques, tout d'un coup on a séparé les plaques elles vont faire un petit filet de miel, et si je prends des photos de ce filet de miel à différents instants, ce petit filet de miel, il va faire exactement la même chose que ma chaînette. Et il va être là, simplement la différence, c'est qu'au bout d'un certain temps, il va finalement se casser, parce que, donc ça, je vous laisse l'expérience elle-même. Voilà, mon voisin la voit, c'est pas très propre, hein, mais je vais me lécher les doigts après. Donc j'ai mis le filet de miel, et il prend une forme, mais la différence avec le solide, c'est qu'il ne s'arrête pas en chemin, il va continuer à se déformer, s'allonger, et au bout d'un certain temps, il va casser. Pour vous dire, c'est une expérience très simple, très savante. C'est une expérience. Non, j'ai un mouchoir, je vais le faire. C'est une expérience que j'ai publiée avec mon mentor, mon ami, etc., d'un demi-siècle, Pierre-Gilles de Gênes, qui est un grand homme, que nous avons publié, qui est paru 6 mois après sa mort. Ça veut dire que il n'y a pas de grande physique, de petite physique, il y a petite science, un article publié dans un grand journal qui s'appelle Journal of Fluid Mechanics, où on a décrit les différentes façons, ça c'est le filet de miel qui va se déformer, s'allonger. Alors, ça dépend de la vitesse à laquelle on tire, ça dépend de l'âge du capitaine, ça dépend de la quantité de miel, mais pour vous montrer qu'il n'y a pas de grande science. Et il y a beaucoup de sciences qui ont des applications. Et ça, bien sûr, la forme du filet de miel, on peut dire que c'est banal, mais donc voilà. Alors le filet de miel, c'est tiré, comme je vous l'ai dit, donc il va tirer, c'est la petite goutte qui est au bout. Là, encore une fois, malheureusement, ça ne passe pas, mais c'est banal, ça se fait, il se tire, mais alors qu'un solide, il serait tiré une certaine longueur si j'avais mis un poids, et il serait tiré d'autant plus loin que le poids était grand, mais une fois qu'il est là, il ne bouge plus, tandis que le liquide, il va continuer. Donc tout ceci nous convainc que, à la fois, il y a des analogies, la caténoïde, cette chaînette, elle est quand même un peu analogue à la chaînette que tenait M. Jung, et puis, en même temps, il y a beaucoup de différences. Alors, une autre expérience, malheureusement, qui ne va pas marcher, voilà. Mais ça vient, je vous montre le résultat. Ce qui est très facile à faire chez vous, et que vous avez fait tous autant qu'il est, consiste simplement à laisser couler ce filet de miel, et laisser couler ce filet de miel sur la table, et ce que vous constatez, c'est que ce filet de miel,
s'étale en faisant des ronds les uns au-dessus des autres. Quand j'étais petit, je faisais de l'escalade. Quand on avait fini une escalade, on se débrouillait pour trouver un rocher en bas de notre corde d'escalade, et on laissait couler notre corde d'escalade petit à petit, et la corde d'escalade, elle se levait automatiquement. Une fois qu'elle avait commencé à être là, elle tournait. Finalement, la corde d'escalade, ça ressemble tout à fait à ce filet de miel qui se bobine, et qui se bobine comme ceci. Donc, alors, question, est-ce que c'est la même chose? Est-ce que c'est pas la même chose, un liquide et un solide? Est-ce que c'est si différent que ça? On a vu que c'était différent, puisqu'un solide, une fois qu'on a tiré, il a arrêté de se déformer. Un liquide, il continue éternellement et éventuellement il se casse. Ou là, comme vous voyez, le liquide, au bout d'un certain temps, le miel qui est là, il fait une pâtée parce que les différents filets vont se mélanger. Donc c'est un petit peu ça, mais plein de propriétés. Là, ce sont des expériences d'un de mes amis, José Bicot, au MIT. Il prend des filets liquides, c'est clair, il le tire à la main gauche et il le place sur un système qui tourne. Et qu'est-ce qu'il fait? Il va vider son liquide en bobinant le liquide autour de ce récipient. Il va, comme un fil, il va le bobiner, il va l'entourer et il va vider son liquide en tirant. Donc, voilà le problème qui nous est posé. Et pour savoir la caractéristique d'un solide, c'est élastique, hein, c'est ça, c'est l'élastique. On tire et la déformation est proportionnelle à l'effort, c'est-à-dire la contrainte. Et entre les deux, il y a un coefficient d'élasticité. Je m'amuse toujours parce que quand on dit « Ah oui, le caoutchouc, c'est très élastique », ça veut dire que le coefficient d'élasticité du caoutchouc, c'est très petit. C'est-à-dire que la force est proportionnelle à la déformation est proportionnelle à un coefficient qu'on appelle le coefficient d'élasticité. Si le coefficient d'élasticité est très grand, il faut appliquer beaucoup de force pour faire une petite déformation. C'est un mauvais coefficient dans un sens où dire un truc est élastique. Alors, j'étais à la 5e chaîne pendant très longtemps au comité de programme et ils avaient fait toute une série d'expériences sur finalement les matériaux et ils disaient le caoutchouc est le seul matériau qui possède de l'élasticité à l'état naturel. Alors j'avais pris cette expérience que pour dire voilà tout est faux. Le caoutchouc à l'état naturel n'a pas d'élasticité parce que le caoutchouc naturel que vous tirez de l'EVA, il coule. Et d'abord, tous les matériaux ont de l'élasticité, mais le caoutchouc naturel n'en a pas. Enfin, tous les matériaux solides en ont, mais le caoutchouc naturel n'en a pas. Il n'est pas élastique. Et quand il est élastique, il est faiblement élastique. C'est pour ça qu'il se déforme beaucoup. Alors, c'est des problèmes de terminologie, et comme je le racontais aux responsables de votre centre, finalement, la mécanique que je vous raconte est plein de problèmes de terminologie. Pourquoi? Parce que finalement, tous ces problèmes de la mécanique, rupture, tiré, mou, doux, fragile, ductile, ce sont des mots de tous les jours, puisque on fait tous l'expérience de choses qui se tordent, qui se cassent, qui se plient, mais qui n'est enseignée nulle part. La mécanique, ce que j'appelle la mécanique du solide, n'est dans aucun programme d'enseignement. J'ai passé, quand j'étais petit, l'agrégation de physique. Vous pouvez passer l'agrégation de physique sans savoir ce que c'est qu'un module élastique. C'est un peu moins vrai maintenant, mais c'est presque aussi vrai. Donc, dans l'idée de faire cette exposition que vous avez la gentillesse d'accueillir à l'automne prochain, un de mes problèmes, mes soucis, c'est un problème terminologique. Ça a l'air bête. Montrer des expériences pour dire quelle est la différence entre parler de doux et de mou, par exemple. On dit que mon ami Pierre-Gilles de Gênes parlait de soft matter et de matière molle. Soft matter en anglais, ça veut dire matière douce. Matière molle, ça ne veut pas dire pareil. Alors, est-ce que doux et mou, c'est pareil? Voilà, un problème tout à fait trivial, et j'espère bien que dans la présentation, même pour les jeunes, c'est aussi associer les professeurs d'humanité ou de lettres à ça. Ce n'est pas que des sciences pour les sciences.
comme quand on avait fait cette expérience, cette exposition, je crois que vous êtes venu, qui est venu ici en partie sur les milieux granulaires, les grains, le sable, c'est du quotidien. Dans un chemin montant, sablonneux, malaisé, 6 forts chevaux tiraient un coche. Montant, sablonneux, malaisé. Qu'est-ce qui fait le matériau granulaire? Comment il se comporte? Vous voyez, on est dans une science qui est notre culture, notre quotidien, la pâte, la main à la pâte, comme on appelle la formation de l'école primaire. Or, sous une forme scientifique, sauf si vous êtes mécanicien, entre guillemets, vous n'apprenez pas ça. Donc, l'objectif, puisque je suis là un petit peu en avant-première pour cette exposition qui nous fait très plaisir que vous accueilliez et auquel on va vraiment travailler avec vous, et avec mes jeunes collaborateurs, mes jeunes collègues, pardon, collaborateurs c'est un mauvais mot, je suis collaborateur de personne, je serais presque leur collaborateur, moi. Et donc, voilà, donc il faut absolument que l'on arrive à familiariser ces jeunes avec ça. Un soir, je faisais une émission, un truc qui s'appelle les petits bateaux. Les petits bateaux, c'est difficile, vous savez, répondre à une question d'un enfant de 10 ans, moins de 10 ans. Pourquoi ce verre en plastique que je fais tomber, il ne va pas se casser? Pourquoi si j'avais un verre ordinaire, verre de Saint-Gobain, il se casserait? Pourquoi les choses cassent ou ne cassent pas? Voilà. Si on arrive à la fin de notre exposition à ce que les gens... je ne peux pas vous répondre aussi simplement, hein, il faut vraiment que je prenne le tableau et puis que j'y passe du bout de temps. Voilà, on en parlera un petit peu tout à l'heure. Un autre effet des viscoélastiques que, mesdames et messieurs, spécialistes en mayonnaise, vous connaissez, c'est l'effet Weissenberg, c'est-à-dire que ces fameux liquides viscoélastiques, si vous prenez une mayonnaise, avec un batteur central, vous faites tourner, normalement avec de l'eau, vous chassez le liquide vers le côté, qui va monter comme ça. Si vous le faites avec la mayonnaise, elle va monter le long du battoir. C'est dû à des propriétés élastiques de la mayonnaise. C'est un liquide, on peut la faire couler, mais elle est élastique. Donc la viscoélasticité, c'est-à-dire un truc qui peut être visqueux, élastique, j'essaie de réveiller les gens qui dorment, donc les choses viscoélastiques, c'est possible, c'est pas dans les mêmes conditions que ça sera visqueux, dans les mêmes conditions que ça sera élastique. Dans le cas de l'eau, évidemment, on a envie de dire que le côté élastique de l'eau, pas très important quand même. Et on verra que cet aspect viscoélastique, c'est un problème de temps. Voilà, c'est la durée. Voici une montre molle de Salvatore Dali, qui, vous voyez, pas trop loin de Big Ben. Et le temps, c'est la durée, le temps de la matière et de ses écoulements. C'est ce temps que nous allons explorer qui fait que la montre, si on attend assez longtemps, elle-même va se ramollir. Je ne sais pas s'il existe, si les Gégère et compagnie ont réussi à faire des montres déformables comme ça, mais en tout cas, Dali a réussi. Alors, je vais regarder avec vous, de façon très, très simple, 3 temps. Les écoulements, la matière et parler un petit peu plus précisément de ce qui fait la distinction entre la matière et les matériaux, dont j'ai parlé 2 minutes. Les horloges, la clepsydre, l'horloge à eau. L'horloge à eau qui a été utilisée dès avant notre ère, donc la clepsydre, qui marche, on vide un récipient complètement, et le temps de vidage, et nous donne une mesure du temps, donc c'est vraiment, le temps est associé à un écoulement. Le seul problème, c'est que quand le niveau de l'eau baisse, le débit diminue. Il devient très faible quand l'eau du récipient supérieur est très peu au-dessus de l'orifice. Alors, ce qui a corrigé la clepsydre, c'est le sablier. Donc, je dirais presque que je suis un spécialiste du sablier. Et nous avons tous pratiqué le sablier. Et là, l'information nouvelle du sablier par rapport à la clepsydre, c'est que le débit ne dépend pas de la hauteur de sable au-dessus de l'orifice. Ça, je ne sais pas si les gens en ont eu toujours conscience. C'est moins évident parce que pour l'eau, c'était clair que plus le débit diminuait, plus la pression au-dessus de l'orifice diminuait et donc plus le débit diminuait.
Tandis que dans le sable, c'est autre chose, c'est que le poids du sable, il ne repose pas sur le trou, il repasse sur les côtés. Vous avez ici un modèle, vous avez du sable, les lignes blanches, c'est là où sont les efforts, les contraintes, et on voit qu'au lieu de peser sur le trou, les contraintes pèsent comme sur des arches d'une cathédrale, elles pèsent sur le côté, donc qu'on mette beaucoup de sable au-dessus ou pas beaucoup, c'est pareil, ça pèse, et voilà donc notre deuxième modèle d'écoulement du temps, c'est encore de la matière, la première était de la matière liquide, la deuxième est solide, on peut dire c'est pareil, non, toutes les fois qu'on dira solide et liquide, on aura des correspondances, des analogies, mais on aura des différences. Du sable que vous prenez comme ça, que vous faites tomber entre les doigts, on peut dire c'est comme de l'eau qui coulera entre les doigts, mais l'eau qui coule entre les doigts, elle fait une nappe horizontale, le sable qui tombe entre vos doigts, il fait un cône. Donc c'est pas pareil, mais il faut les comparer. Alors le temps des écoulements. Le temps des écoulements, c'est très simple, je vais aller assez vite là-dessus, c'est qu'est-ce qui va caractériser les différentes matières qui s'écoulent. Quels sont les ordres de grandeur en physique, une des notions les plus essentielles à inculquer aux jeunes et aux moins jeunes, c'est l'ordre de grandeur. C'est pas quand on vous donne des résultats dans le journal avec plein de zéros, je me mets pas plein de zéros, plein de décimales, plein de chiffres, je commence à me méfier. On vous dit la population de telle ville est de 8453 habitants, et vous oubliez le type qui s'est fait un croche-pied, qui s'est fait écraser par une voiture, ou le petit bébé qui est né. Et donc, attention aux décimales, attention à donner trop de chiffres. Donc, l'ordre de grandeur, c'est ce qui compte. La roche, ces roches qui sont feuilletées, elles sont dues à des écoulements, d'ailleurs on remarque les formes d'écoulement, et la viscosité au moment où elles se sont écoulées, et la viscosité, c'est la résistance à l'écoulement ici. La viscosité que je vais mesurer du miel, je la mesure facilement, je mets une goutte de miel entre le pouce et l'index, et je fais ce qu'on appelle en mécanique des fluides, je cisaille. Je déplace un doigt parallèlement à l'autre, et plus le matériau est visqueux, plus la résistance qui va être exercée entre mes deux doigts va être grande. Donc la viscosité, c'est la mesure de la résistance au cisaillement. Tout à l'heure, j'ai pris le modèle d'élongation, d'allongement. C'est une première façon de déformer. L'autre façon de déformer, c'est de cisailler, comme avec une paire de ciseaux, où j'ai les deux lames qui font un mouvement comme ça, qui cisaillent. Les ciseaux cisaillent. Voilà. Et là, finalement, les roches vont s'être déplacées une par rapport à l'autre. Ça, 10, 21, c'est beaucoup. 10, 24, c'est beaucoup de zéros par rapport à l'autre. Les glaciers, qui ont été beaucoup étudiés, aussi, on peut étudier leur viscosité, et on sait très bien, cette viscosité, elle fait quand même que les glaciers s'écoulent, et que leur viscosité est beaucoup plus grande que celle de l'eau, même si ces glaciers ont la mauvaise idée, des fois, ou de s'écouler, ou de faire des écoulements catastrophiques, ou actuellement plutôt de regresser. Et là, ici, vous avez l'expérimentation moderne des géologues, c'est considérablement enrichi par le fait qu'on peut faire des observations satellitaires qui nous permettent d'avoir en temps réel, pratiquement, la vitesse d'écoulement de ces glaciers. Ils s'écoulent, ça pourrait être un liquide. On s'aperçoit qu'à la partie droite qui est rouge, les vitesses sont grandes parce qu'on arrive, le glacier tombe dans une eau liquide, donc va aller plus vite. Dans les parties bleu foncé, elle est relativement lente. Donc, on pourrait dire cet écoulement instantané, qui est très petit, cet écoulement instantané, il ressemble presque à un écoulement d'une rivière. Et le rocher, c'est pas de l'eau, c'est pas uniquement parce que c'est plus visqueux, il y a d'autres propriétés, mais quand même, en gros, c'est pas déraisonnable. Alors voilà l'expérience. Cette expérience a eu un prix Nobel. Mais pas un prix Nobel n'importe comment. Vous savez, les prix Nobel qui s'appellent les prix IG Nobel. Vous pouvez vous douter pourquoi le IG devant Nobel, et c'est un prix Nobel sérieux. Et une des expériences que vous aurez ici à Rouen a été faite par un de mes anciens élèves, Basile Odoli, qui a eu l'IG Nobel il y a 4 ans. Il a montré, lui, comment un spaghetti que vous cassez ne se coupe pas, on pourrait penser qu'il se casse en deux, spaghetti que vous cassez comme ça, il se casse en 3 en général. Et il a eu le prix IG Nobel. Alors celui-ci, ignoble, vous pouvez retrouver, en 2005, il est dû à un chercheur d'Afrique du Sud, qui a
fait une expérience qu'il a commencée en 1927. Il a mis du goudron dans un entonnoir, et en fait, je me suis trompé, c'est maintenant 8 gouttes. Il y en a une qui est tombée en 2000. Il en est à sa 8e goutte qui est tombée. 8 gouttes ont coulé depuis 1927. Et la viscosité, elle n'est pas si grande que ça, elle est 1 suivi de 11, 0 par rapport à celle de l'eau. Donc, appelé pitch drop, donc je mets ce nom, parce que si vous voulez vous renseigner plus en détail quand arrivera la 9e goutte, vous avez intérêt, c'est pas la peine de lire tous les jours, d'avoir les informations. Hein. Mais voilà, donc une expérience qui montre qu'effectivement, des choses qu'on qualifierait, c'est du goudron, on le qualifierait volontiers comme un solide, néanmoins il fait des gouttes, et ces gouttes, elles ont la forme d'une goutte liquide. Le temps, ça qui a changé, le temps est long. Les laves, alors vous avez, là j'ai donné une lave pas OE, mais vous avez toutes sortes de laves plus ou moins rapides, donc quand je dis 1 million ou 10 millions de fois, ça peut être autre chose. Les laves, il y a toutes sortes de laves, elles ont des contenus solides, mais enfin, en tout cas, ce qui va nous importer dans ce résumé-là, c'est que les temps de la matière sont très longs. Le manteau terrestre qui va faire ces gâteaux marbrés, c'est 1 million d'années. Gâteau marbré, vous avez un ancien ministre qui a fait une bonne partie de sa carrière sur gâteau marbré, qui s'appelle Claude Allègre. Alors, je ne sais pas sur ce qu'il a fait récemment, on peut avoir des doutes, mais sur le gâteau marbré qu'il avait fait de ses roches, c'était pas mal. Et c'est-à-dire, c'est là où vous avez des couches qui sont l'une par rapport à l'autre. Donc, il y a 1 million d'années, mais quand je dis 1 million, ça pourrait être 10 millions, etc. Le bitume, c'est 1 an. Ça pourrait être 5 ans, 10 ans. C'est mon expérience de pitch drop. Et l'autre, c'est 1 milliardième de seconde. C'est-à-dire que l'eau, si le temps qu'elle se réorganise, c'est très, très, très court. Alors, on va voir maintenant que la matière, ça varie avec la température. Donc, et alors voilà mon deuxième héros, Héraclite. Héraclite s'intéressait à l'évolution des choses, aux trucs qui passaient. Et il écrit une phrase prophétique qui est Pantarei. Tout s'écoule. Et c'est un peu ce que je vous ai raconté depuis le début. Hein. Et on va voir pourquoi ça va nous intéresser pour les propriétés mécaniques de la matière. Tout s'écoule. La condition, c'est qu'il faut y passer le temps. Et d'ailleurs, le mot rei en grec, le rein, il crée l'origine du mot de la science des écoulements qui s'appelle la rhéologie. La rhéologie, la science des écoulements. Alors on pourrait dire la mécanique des fluides, c'est de la rhéologie. Simplement, en général, on parle de mécanique des fluides quand on parle de l'eau, de l'huile, du miel, de choses, mais alors qu'on a vu au départ des matériaux qui étaient beaucoup plus compliqués, ces matériaux viscoélastiques qui remontent le long, qui sont capables de se rebobiner. Mais bon, la rhéologie, c'est plein de choses. La cuisine, je dirais presque que c'est que de la rhéologie. Les sauces, les mousses, les gels, tous les agents épaississants que vous avez. J'ai fait des exposés il y a 5-6 ans pour des profs de lycée à l'Union des profs de physique et chimie, l'Assemblée générale, et j'avais essentiellement utilisé des préparations que vous pouvez acheter pour finalement comme agents épaississants, etc. Donc c'est simplement, j'en ai 1 litre, il encombre notre garage, mais quand je fais de la patouille à la cuisine et que mon épouse n'est pas là, parce qu'elle n'aime pas, et je peux faire un tas de sauces, un tas de choses dégoûtantes, et des choses comme ça, je ne vous le montrerai pas ce soir, j'ai déjà renversé. Regardez, c'est des choses dégueulasses. Et tout ça, je sais faire. Hein. Je sais faire. Donc c'est des choses. Alors qu'est-ce que c'est? C'est dégoûtant. Et ça se vend dans toutes les boutiques d'enfants. Ça s'appelle slime, ça s'appelle etc. Donc, mais c'est très facile à faire. Et en fait, dans la cuisine, c'est ce que vous faites. Hein. Et je ne vais pas quand même, mais tout ça, c'est la rhéologie. Alors voilà, voilà mon allié. C'est presque le moment le plus important de cette heure. Peut-être pas très importante, mais c'est une invention d'un monsieur, c'est pas un héros, c'est pas Héraclite, c'est pas... Voilà, ça s'achète aux États-Unis. J'avais la chance d'être en Californie pour quelques jours chez des amis, et je suis allé dans une boutique de jeux, et voilà cette rhéologie du silipoté. Alors ce silipoté, c'est étonnant parce que c'est intéressant de voir ce que c'est que
l'histoire d'un produit. Ce monsieur s'appelait James Wright. Il cherchait à faire du caoutchouc, un substitut de caoutchouc, et il n'a pas réussi. Il ne marchait pas. Un matériau un peu particulier, mais avec ça, on verrait qu'on ne peut pas faire vraiment du caoutchouc, remplacer le caoutchouc des pneus. Donc il a vendu son brevet, et il a eu le tort parce qu'il a fait un jeu qui a gagné des fortunes énormes. Et voilà, ce jeu, c'est simplement une petite boule, mais j'ai l'impression que les 3/4 des gens qui sont ici connaissent ce silipeté, qui est tout à fait un objet tout à fait banal, qui est une sorte de pâte, et qui a 3 régimes. Le premier régime, c'est celui-là. Si l'objet rebondit, le temps de contact avec la table est court, et il se comporte comme vraiment un matériau élastique. Si je le déforme lentement, il va avoir des propriétés qui sont des propriétés que nous, mécaniciens ou physiciens, appelons de la plasticité. C'est un peu le chewing-gum, hein, pareil. La plasticité, c'est quand je vais être capable de déformer quelque chose, j'ai des contraintes, des formations, ça se rapproche déjà d'un liquide. Il a un troisième régime qui est que si je fais, ça ne marche pas, mais enfin si je fais assez vite, il va se casser. Il y a la rupture. Donc, déjà ce matériau, il est capable de rebondir comme un élastique, il est capable de se déformer irréversiblement, c'est-à-dire en ne reprenant pas sa forme de détail, il est capable aussi de rebondir, de se déformer. Si je fais ça, et si je fais assez, je suis capable de le faire, si vous voulez, rebondir comme si c'était une tige élastique. Donc il est vraiment élastique, il a rebondi, mais si je fais assez rapidement, il peut aussi vibrer. Il se déforme plastiquement, il est là. Et puis mon dernier point, c'est que si je le laisse quelques minutes sur la table, eh bien, il va s'écouler comme un liquide. Donc voilà mon objet de base, inventé par M. Wright. Il faut lui laisser le temps, je vous le laissez tranquillement. En fait, si vous ne le trouvez pas, et que vous pouvez trouver en pharmacie l'équivalent qui s'appelle Redux. Redux, c'est un produit, une pâte que vous achetez pour la rééducation de la main si vous avez un accident et qui vous permet. Donc, en fait, ce que j'ai entre les mains, c'est une horloge, une montre. C'est une horloge de matière molle. C'est-à-dire, en gros, c'est pas ma clepsydre, c'est pas mon sablier. Il mesure le temps, parce qu'il va mesurer le temps qu'il lui faut pour se déformer. Donc, c'est une horloge de matière molle. Encore une fois, il faut que je fasse quelque chose. Alors, cette horloge, elle utilise 2 notions. Le temps de l'observation et le temps du matériau. C'est quoi le temps de l'observation? L'observation, si la boule rebondit, l'observation, c'est le temps de l'expérience. L'expérience, elle s'est passée quand? Petite fraction de seconde, le moment où ça rebondit. Le reste, ça compte pas. Ce qui compte, c'est le moment où cet objet élastique s'est un petit peu aplati quand il tombait sur la table et a repris sa forme en remontant. Donc l'expérience, elle a duré qu'un temps court. Elle a duré le temps du rebond. Vous avez tous vu, vous savez, ces raquettes de tennis qui sont déformées quand la balle arrive, déforme la raquette et repart. Donc le temps de l'expérience, c'est le temps du contact entre la boule et la surface qui est très courte. Donc ça peut être autre chose, ça peut être des taux de cisaillement, ça peut être etc. Une façon souvent de mesurer le temps, si vous voulez savoir si une gelée de coin bien pris, notre dernière avait très mal marché, pour savoir, vous pouvez aussi faire vibrer. Plus c'est élastique, plus la vibration va se faire comme ça, plus c'est visqueux, plus ça va être, la chose va être amollie. Donc ça c'est le temps d'observation, ou la fréquence. On peut remplacer un temps par une fréquence. Si donc la fréquence, c'est-à-dire, c'est l'inverse d'un temps. La fréquence, c'est... Le deuxième, c'est le temps de la matière. Voilà, on en a parlé, donc voilà mes temps. Alors j'ai mis ça, et on va revenir dessus. Le manteau terrestre, je vous dis, c'est 1 million d'années. C'est le temps qu'il faut pour qu'elle se déforme. Le cuivre, c'est 10 heures. Le cuivre, en fait, quand vous déformez du cuivre, vous tirez du cuivre, il va aussi se déformer irréversiblement. Les résines, l'eau, je vous dis, une picoseconde, c'est très petit. Le bitume, c'est intéressant, parce que le bitume, ça varie beaucoup. C'est très important. Là, actuellement, si vous regardez dans les pays froids,
les chaussées, le comportement des chaussées est très difficile à prévoir parce qu'entre l'hiver qui arrive à être très froid, où les matériaux sont cassants, et l'été où c'est chaud et il s'écoule, il y a beaucoup de choses. Le verre, on va en parler, la glace, le verre à vitre, etc. Donc le verre va être un de nos petits sujets dans les 4 prochaines minutes. Alors pourquoi, à quoi est dû ce temps de la matière, cette horloge, je vous ai dit, voilà l'horloge, vous voyez, je le sors parce que quand même, mais vous pouvez remarquer qu'il s'est aplati, il va continuer à s'aplatir. Donc mon horloge, elle a mesuré qu'au bout de 3-4 minutes, c'est ça. Et pourquoi elle s'est aplatie? Je recommencerai rond, parce que de toute façon, vraiment, j'ai un vrai aplatissement. Donc pourquoi? Parce que finalement, c'est un produit assez compliqué, mais en gros, M. Wright avait fait ça, mais en gros, ce sont des polymères. Les polymères, ce sont des nouilles. Les nouilles, elles sont enchevêtrées entre elles. Et si vous laissez l'autre chose, les nouilles vont se désenchevêtrer, vont tâcher de revenir à l'état le plus bas possible. Mais ça prend du temps. Et d'ailleurs, finalement, j'ai toujours plaisir à citer Pierre-Gilles de Gennes. La moitié de son prix Nobel a été donnée pour une invention qu'il appelait la reptation, c'est-à-dire comment ces molécules, qui sont des polymères, des sortes de chaînes moléculaires, comment elles se désenchevêtrent quand on le sollicite. Il appelait ça reptation, par analogie avec le serpent qui se déplace au milieu d'autres choses. Donc d'autres champs, mais enfin, on a donc ça. Et le rapport des deux nous envoie au livre des Juges, chapitre 5, verset 5, le cantique de Déborah. Déborah, la prophétesse de Déborah, dit « Les montagnes coulèrent devant le Seigneur, Yahvé, Dieu d'Israël. » Or, il y avait un physicien palestinien qui s'appelait Reiner, qui était avant 40, qui était un rhéologue, et il eut l'idée de construire ce nombre parce qu'il s'est dit la chose suivante. Déborah, qu'est-ce qu'elle nous raconte? Elles nous disent « Les montagnes s'écoulèrent devant le Seigneur. » Ça veut dire le Seigneur, lui, il a une durée de vie très, 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 très grande, hein, infinie, on pourrait dire. Et les montagnes, 1 million d'années. Donc, le temps de vie des montagnes, 1 million d'années, il est très court devant le temps d'observation du Seigneur, qui est infini. Donc, si je fais le temps de la matière, c'est le temps qu'il faut pour que la montagne coulère. Le temps d'observation, c'est Yahvé qui, comme ça, dans son fauteuil, regarde les choses se passer. C'est très, très petit, c'est zéro pratiquement. Donc le nombre de Déborah caractérise le rapport d'un temps de la matière, du temps naturel de la matière, là, quelques minutes pour ça, devant le temps d'observation. Le temps d'observation, là, ça va être 20 minutes, et dans le rebond, c'était une fraction de seconde, et le nombre de Déborah nous dit ça. Donc les mécaniciens et les physiciens aiment bien ces nombres, parce que vous n'avez pas besoin de rentrer dans le détail. Si vous dites que le nombre est petit, ça veut dire quelque chose. Et pour ça, pour les amateurs de mécanique automobile, ils peuvent venir à Maxwell. Maxwell, c'était un grand monsieur de la science de la fin du XIXe siècle, qui a compris l'électromagnétisme. Et Maxwell s'intéresse aussi à la mécanique. Et voilà le modèle de Maxwell en mécanique. Vous avez un ressort avec un piston, on pourrait dire c'est un modèle simplifié de ce qu'est un amortisseur de voiture. Si vous appliquez une contrainte, je vous dis la contrainte c'est force pour unité de surface, je l'appelle sigma, peut-être c'est, et je tire tout d'un coup sur là-dessus, mon ressort, il va tout de suite se déformer, un ressort ça réagit tout de suite, et puis il va transmettre son effort au piston qui est en dessous, et le piston lui prend du temps. Donc si je vais très vite, c'est le ressort qui gagne, qui se déforme, mais après si j'attends beaucoup, c'est vraiment le piston qui va se déplacer. Donc on peut dire, le ressort, c'est comme le solide, et le piston, c'est comme le liquide. Donc on voit bien que si je fais quelque chose de très lent, c'est le liquide qui gagne, le piston qui se déforme doucement. Si je fais quelque chose de très rapide, c'est le ressort qui gagne, c'est le ressort qui se déforme. Bon, je ne vais pas vous mettre une équation, je vous fais grâce. Et voilà, le temps de la matière, on va revenir au verre, puisque apparemment, j'ai compris que Saint-Gobain sévissait ici, et dans notre exposition l'an prochain, il y aura du verre. On cassera peut-être pas beaucoup de verre, on tâchera de pas trop en casser, mais enfin, on verra des analogues du verre qui se cassent. Et le temps du matériau du verre, il faut le regarder, il y a des 0, des 10, etc., mais c'est pas grave.
Si on chauffe beaucoup, mettons là 650 degrés, 1000 degrés, vous allez à Murano et vous regardez ces souffleurs de verre, ben, ils vous disent le verre, il est très déformable, heureusement, parce qu'on souffle ce verre, il fait des bulles, il fait des bouteilles, il fait des trucs, donc le verre est déformable, alors que si on va sur des temps courts, à basse température, il ne l'est pas. Et alors, il y a une erreur qui est faite par beaucoup de gens, donc c'est vrai que les vitraux que j'ai vus, malheureusement, à Rouen, il y en a un certain nombre en mauvais état, mais il y a vraiment des traits. L'art des vitraux est quelque chose d'extraordinaire, et les gens vont tendance à vous dire que le verre qui a été fait il y a quelques centaines d'années a commencé déjà à s'écouler. En fait, c'est faux. Enfin, l'idée est bonne, mais la réalité, c'est que le verre ne se déforme pas par ce mécanisme. C'est juste corrigé. Alors, voilà une image qui va être importante pour ma seconde expérience. Comment? Vous avez le temps. J'ai le temps. Non, mais je préfère bavarder avec les gens. C'est cette notion de ductilité, fragilité. Voilà, là, je crois que c'est clair quand vous voyez que mon petit truc, là, il s'est quand même méchamment aplati. Et qu'est-ce que je vous ai dit pour ductilité, fragilité? Je vous ai dit que quand j'allais déformer doucement, j'allais déformer de façon non élastique, c'est-à-dire ductile, c'est-à-dire je fais une déformation et on ne reviendra pas, même quand j'arrête mon effort à la position, alors que si je faisais rapidement, eh bien effectivement, il faut vraiment, je ne suis pas assez rapide. Oh, tout à l'heure vous l'avez vu, enfin. Voilà. Et fragile, on voit qu'il y a une vraie rupture fragile. Donc ce qu'on peut dire, c'est que on va fragile si on va vite. Si on observe lentement, au contraire, dans l'axe vertical, on est plutôt ductile. Lent, c'est plutôt ductile, ça fait plutôt penser à un liquide. Vitesse de sollicitation rapide ou temps court, c'est fragile, ça fait penser à solide. Voilà, ça c'est l'axe vertical. Alors l'axe horizontal, il est intéressant aussi, c'est qu'on l'a vu avec le verre. Si on chauffe le verre du souffleur de verre de Murano, il est plutôt dans une situation ductile. Le verre ne demande qu'à se déformer. Il ne reviendra pas à sa position, on va souffler des bouteilles. Donc haute température ou temps long, ça correspond un petit peu. Basse température ou temps court, ça se correspond. Donc vous voyez, ce diagramme-là, il a envie de nous dire, finalement, je vais décider que quelque chose est fragile ou ductile, ces deux mots qu'il faut connaître également, ils sont aussi importants dans notre vocabulaire, dans notre quotidien. C'est à la fois, ça peut être une question de temps, ou ça peut être une question de température. J'ai besoin d'eau chaude. Ah. Et puis un bol. Merci. Voilà. Alors voilà la deuxième expérience amie. J'espère que je vous l'ai expliqué correctement parce que elle peut amener à réfléchir. Voilà, deux boules, je prends à témoin mon voisin qu'elles se ressemblent beaucoup. Elles ont même poids, elles n'ont pas exactement une couleur, c'est pour les. Et elles ont, vous voyez pressées, elles sont pareilles. Niet, nenni. Ça va, parfait. C'est pas du tout pareil. Pareil, hein, c'est le même matériau. Je vous garantis, c'est fait de silicone. C'est pas piégé, c'est pas que la pétanque, vous savez, ou les balles qui sont pour mettre des choses dedans, du mercure, etc. Non, non, pas du tout. Pas le même comportement. Ça, c'est un comportement de type élastique. Et ça, c'est pas un comportement de type élastique. On va voir de quoi c'est. Et on va même voir, on va le changer un peu. Celle-ci, elle est bien. Celle-ci, on va la réchauffer. Vous avez vu que celle-ci, c'est celle qui ne rebondit pas du tout. Alors, qu'est-ce qui se passe entre les deux? Bon, c'est un sujet qui est tout à fait intéressant. Alors, fragile ductile, excusez-moi, je vous en ai parlé. Donc, je vous ai expliqué que fragile,
c'est quand on est à basse température, ductile sur une haute température. Et voilà la courbe maîtresse que je vais utiliser pendant 2 minutes. Et je vais vous parler, alors d'abord, cette chose qui s'est passée s'appelle une transition vitreuse. Quand vous avez du pain frais, le pain frais, vous le déformez, c'est un matériau élastique, il déforme un petit peu si vous faites. Vous prenez du pain rassis, c'est comme du verre, il est cassant. Donc on peut dire qu'à haute température, ou dans ce cas-là, c'est équivalent d'haute température, parce qu'on peut réchauffer un pain rassis en le chauffant, vous avez plutôt du pain frais élastique et du pain rassis que j'appellerais vitreux. Hier soir, quand on faisait l'expérience, parce que j'ai ramené ça à la maison, et mes amis, ma famille, me disaient « Ah, mais oui !» Et là, on l'entend moins. Quand cette boule qui ne rebondit pas, elle fait un bruit comme du métal. Elle ne rebondit pas. Pourquoi ne rebondit-elle pas? Elle ne rebondit pas essentiellement parce que, pour rebondir, il faut que toute l'énergie élastique, quand elle est arrivée là, soit restituée et la fasse repartir de l'autre côté. Ce qu'elle a fait dans l'autre cas, elle est arrivée, et dans le temps de ce contact, cette énergie, parce qu'elle avait gagné l'énergie, au lieu de la restituer, elle l'a dissipée sous forme de chaleur. J'ai un ami qui fait du squash, je ne sais pas s'il y a des pratiquants de squash ici, qui m'a expliqué qu'au début du jeu de squash, les balles sont trop dures, ils font bondir beaucoup de fois la balle dessus, la balle s'échauffe et la balle redevient élastique. C'est ce que je suis en train d'essayer de faire avec ça, de voir si cette balle qui ne rebondissait pas ne va pas être là. Donc, vous avez ici, on va revenir là, donc, cette courbe-là, je ne vous l'ai pas encore expliquée. Je vous ai expliqué que le pain frais, c'est plutôt de température, le pain est élastique et pas. Alors, la courbe que j'ai au-dessus est une courbe en fréquence. Allons à l'automobile. On roule, on fait de la route, on est très content que finalement, les pneus dissipent peu d'énergie sur la route. Il y a bande de roulement, la bande de roulement qui va faire que le pneu va très peu dissiper, donc il va rouler sans. Par contre, vous freinez et vous souhaitez effectivement que beaucoup d'énergie se dissipe, parce qu'il faut toute votre énergie cinétique de votre mouvement soit transformée sous forme de chaleur par la route. Donc vous êtes en train de demander quelque chose d'assez difficile. Et c'est exactement ce que l'on va faire ici. Il faut que quand vous roulez, votre roue, elle ressemble à ça, elle soit élastique, parce que quand elle est élastique, la roue qui tourne, à la fréquence du roulement, elle prend de l'énergie, elle la restitue, donc l'élasticité est restituée. Tandis qu'au moment où vous les freinez, il faut que, effectivement, elle ait capacité à absorber cette énergie. Alors cette courbe vous dit à peu près ce qui se passe avec une courbe assez compliquée. Mais là, plus en fonction de la température, mais en fonction de la fréquence. Je vous ai dit que la fréquence ou le temps, c'était souvent température et fréquence peuvent jouer, mais fréquence en l'occurrence. Si je veux être sur route, il vaut mieux que j'ai un comportement de type élastomère, c'est-à-dire caoutchouc. Et effectivement, quand une roue de voiture roule, la fréquence, c'est la fréquence de roulement. C'est, mettons, un tour par seconde, quelque chose comme ça. Et quand la roue freine, la roue adhère sur un tas de petites hétérogénéités et la fréquence qui joue est une fréquence plus élevée. Et là, la courbe que vous avez en bleu montre les pertes, c'est-à-dire un moment où finalement on va absorber beaucoup d'énergie. Et la boule qui est là, exactement comme la roue de voiture qui doit freiner, il faut qu'elle situe la fréquence qui est là dans l'endroit où ça dissipe beaucoup. Alors on va voir, peut-être, j'espère que ça va marcher, peut-être pas totalement, mais cette boule qui était complètement rétive à rebondir, je ne suis pas sûr qu'elle va rebondir beaucoup, mais vous voyez quand même, je ne vais pas aller jusqu'au bout, mais vous voyez que la boule là, elle a été quand même beaucoup plus sage, elle a commencé à rebondir, alors que tout à l'heure, vous avez remarqué, elle n'avait pas du tout bougé de la table. Probablement, il faut que j'en laisse un peu plus longtemps, mais ce que j'ai fait
en réchauffant, c'est que j'ai fait passer la perte d'énergie, je l'ai fait passer plutôt à gauche du côté caoutchouc. C'est-à-dire, je l'ai fait passer vers les basses fréquences, et les basses fréquences, c'est les plus hautes températures. Vous rappelez, c'est toujours la même chose, température, fréquence. Donc voilà, cette expérience, pour moi, est une expérience importante parce qu'elle vous montre en particulier que pour comprendre les choses, il faut aller à la nature microscopique. Mon collaborateur, là, a pu constater qu'à la fréquence à laquelle je pressais cette boule et l'autre, il n'y avait aucune différence notable. Donc, pour le voir, il faut des fréquences plus élevées, c'est-à-dire une fréquence qui correspond au temps rapide d'impact. Alors, les grandes sollicitations, voilà le résumé. Comment va-t-on passer de fragile et ductile? C'est un peu le résumé. J'ai un défaut. Généralement, les fractures se font parce qu'il y a des défauts. Et soit je vais vite à basse température, à ce moment-là c'est fragile, soit je vais lentement et à haute température, c'est ductile. Alors, une autre affaire de temps, mais c'est un sujet qui est très douloureux pour moi, c'est vieillir. Un aspect de temps, et je crois que je vais en faire. Vous me dites combien vous me donnez de minutes? 5 minutes? Encore, 10 minutes. 5 minutes, 10 minutes. Donc, c'est quelque chose qui m'est pénible, mais qui est évidemment inéluctable. Comment les choses vieillissent lentement, comment les choses se déforment. Je ne vais pas prendre ce sujet-là, parce que je le cite, parce que c'est encore une histoire de temps de la matière, mais un exemple très simple que j'aime bien, c'est le tassement d'une boule cuillesse. Vous prenez une boule cuillesse que vous serrez le soir, comme ça, vous ne les mettez pas dans votre oreille, vous les serrez le soir, et vous allez constater qu'elle va se déformer, mais pas se déformer simplement quelques secondes, mais le lendemain matin, ce sera plus déformé. Donc, le vieillissement est un effet lent, mais l'effet lent qui peut donner des effets rapides. Donc, voilà un effet rapide de mon pays, de l'arrière-pays niçois, donc finalement un glissement de terrain qui se fait en l'espace d'une minute, qui est le résultat d'accumulation de tout petits défauts lents, mais qui se déclenchent des choses rapidement, et des modélisations. Alors voilà, je voudrais juste terminer en disant quelques mots sur les matériaux. Qu'est-ce qui distingue les matériaux de la matière? C'est que les matériaux, c'est de la matière qui travaille, c'est de la matière intelligente. Il y a un effet de la forme, un effet de la taille, c'est pas uniquement la matière première, mais c'est la matière qui travaille. Et un exemple typique, c'est tordre, courber, plier. Quand vous dites des choses sont, si je faisais de la mécanique du solide, j'aurais envie de dire la fibre de verre, c'est drôlement costaud, le film d'aluminium, c'est drôlement costaud, je mets 70 gigapascal, l'unité, je compare aux valeurs de la pression atmosphérique, c'est beaucoup, beaucoup moins fort, je vous ai contrainte, c'est une force divisée par une surface, c'est comme une pression, et les cheveux, c'est assez grand, un film de cuisine, c'est grand, or pourtant, c'est facile de tordre un fil de verre, c'est facile de plier un fil d'aluminium, un fil de cuisine, de tordre un cheveu, ce qui veut dire que, en fait, tout ce que je vous ai raconté, c'est de la matière à l'état brut, mais en réalité, il faut voir de la matière qui travaille, qui fonctionne, c'est-à-dire des matériaux. Alors, 2 exemples de matériaux qui vont courber. Le premier, mon histoire de... Dans cette déformation que je fais, je change les longueurs. J'avais un petit carré, je vais devenir de plus en plus gros et ça demande beaucoup d'énergie. Ça demande de l'énergie élastique de déformation. L'autre façon que j'ai, ça consiste simplement à plier. Ça ne demande pas beaucoup d'énergie. Et la nature va favoriser des choses qui ne demandent pas beaucoup d'énergie par rapport à celles qui en demandent beaucoup. C'est peu coûteux, donc finalement, dans tous les quelques exemples que je vous ai cités, de matériaux, ce sont des matériaux qui vont utiliser ce qu'on appelle, nous en mécanique, des géométries élancées. Il y a des géométries où il y a une ligne beaucoup plus petite, de diamètre beaucoup plus petit que la longueur, ou une feuille de surface beaucoup plus petite que l'épaisseur. Et donc, un des problèmes essentiels, et tout ceci repose là-dessus, sur un théorème qui a été appelé par Euler, grand nom, Elastica. Et Elastica, on peut le montrer très facilement. Alors d'abord,
les trucs qu'on va déformer sans changer la couleur. Par exemple, si je mets un livre que je plie, il va se plier, mais finalement, chaque couche va garder son épaisseur. Ça demande très peu d'énergie de déformer ce livre. Alors, le Elastica, c'est-à-dire le b.a.-ba de ma mécanique de ces géométries annoncées, c'est celui-ci. Je prends un objet que j'allonge, et il est là, il reste droit, et puis je sais que si je l'allonge un peu plus, il reste droit, et là, à partir d'un certain moment, il va faire ou ça ou ça. Donc, ce qu'on avait appelé le flambage ou le flambement. Donc, toutes les constructions auxquelles la nature va faire, ou que moi je vais faire, va être comment éviter finalement ce terrible élastica, c'est-à-dire comment rester dans le cadre où finalement, quel que soit ce que je fais, la chose reste droite. Et on voit qu'en fait, plus ça va être long, plus effectivement, donc ce n'est pas uniquement un problème de propriété des matériaux, c'est un problème de géométrie des matériaux qui est ça. C'est même un peu plus compliqué parce que ça encore, ça va bien. Donc vous avez un épi de blé, vous voulez effectivement que les tiges ne soient pas trop longues pour que l'épi ne soit pas couché par les blés. Donc il va être là, mais ça se fait progressivement. Par contre, je l'ai fait maladroitement, puis je récupère une boîte de coca. Si vous faisiez le même écrasement avec cet objet-là, il va s'écraser, il va s'effondrer tout d'un coup. Il va faire ce qu'on appelle de la ruine. Et il y a une façon de faire la ruine que j'aurais dû sortir de mon sac. Ah, fiche comme les oubliés. Oui, voilà. Voilà une ruine. Ah, c'est pareil que apparemment, c'est pareil que ma tige. Pas du tout pareil. Parce que si je presse ici, si je presse ici assez long, il va faire ça ou il va faire ça. Si j'enlève l'effort, il va revenir. Vous voyez, la déformation est continue. Ici, ce n'est pas du tout ça qui se passe. Je résiste, et quand je dépasse une certaine valeur, ou que j'appuie un effort, il localise. C'est plus du tout ce que j'avais tout à l'heure. Tout à l'heure, ici, je vais déformer régulièrement. Et une des grandes propriétés de la mécanique va être que ces déformations, elles peuvent être soit étendues, comme dans la tige, ou elles peuvent être soit localisées. L'expérience que je n'ose plus faire, mais que je vous conseille de faire avec des jeunes, vous prenez 2 boîtes de coca vides, faites marcher un jeune un pied sur chaque boîte, ça tient très bien, il se tient à la main, et vous contentez simplement sur les côtés de faire une petite pichenette. La boîte s'écrase complètement. C'est-à-dire que l'effort qui est là localise. Donc finalement, toute notre mécanique va être faite, est-ce que cette déformation est continue ou localisée? Et dans bien des cas, ce qui va être le comportement mécanique, ça va être la localisation. Vous n'êtes plus capable. Pourquoi? Quelle différence entre l'expérience que je vais montrer là? Très simple. C'est que c'est courbé ici. C'est courbé. Si c'était plat, ça serait exactement comme cette expérience. C'est courbé, c'est pour vous permettre de mesurer assez longtemps sans avoir de problème. C'est pas trop long, c'est trop horizontal. Donc, vous constatez que finalement, tous ces problèmes de mécanique, de matériaux, fins, de tiges ou de feuilles, parce que ça c'est une feuille, elle n'est pas très large, mais c'est pas une feuille, il y a 2 dimensions, vont dépendre de la façon dont c'est courbé. Et ça, c'est un grand sujet, on en parlera d'exposition. Je n'ose pas démarrer là-dessus, je crois que je vais même m'arrêter, bien sûr, mais c'était pour vous montrer des types de problèmes et des choses que j'ai fait avec des jeunes, des constructions qui montrent effectivement comment réduire le flambage, comment, etc. Et je crois que je vais m'arrêter. Non, si je vais vous raconter une dernière expérience. C'est plus de saison, mais ça ne fait rien, ça n'a pas grand-chose à voir. Là, une des questions, une des façons pour réduire le flambage, ça a été de courber. Même si ça flambe en localisant, c'est quand même beaucoup plus résistant que si c'était plat. Une autre façon,
que fait la nature et que font les êtres humains, c'est de faire ce qu'ils appellent de la tenségrité. Qu'est-ce qu'a entendu le mot? Mot qui a été inventé par un très célèbre architecte canadien, Buckminster Fuller, qui est connu pour avoir réalisé le dôme géodésique de l'exposition universelle de Montréal, qui consiste à avoir des plaques de verre et entre les plaques de verre d'avoir des câbles pour les mettre en tension. Et l'expérience faite chez nous, même pas la cuisine, c'est cette expérience de la tige de rhubarbe. Notre façon de rigidifier et d'aider les matériaux à être plus durs, bien qu'ils soient allongés. La rhubarbe, comme vous le savez, on lui enlève ses fibres extérieures. Voilà la rhubarbe vierge que vous avez mis entre deux livres. Elle est rigide. Et voici la rhubarbe, une fois qu'on lui a enlevé ses pelures extérieures, elle est complètement molle. En fait, voilà la pétiole de rhubarbe, elle faisait 20 cm. Quand on a enlevé les surfaces extérieures, elle fait 21 cm, elle s'est allongée parce qu'elle avait été maintenue sous pression. Par contre, les fibres qui la tenaient, qui faisaient elles aussi 20 cm, se sont raccourcies à 18-19 cm. Donc on s'aperçoit dans ces deux exemples que je vous ai donnés, qui sont simplement une mise en appétit de l'exposition que vous allez avoir l'an prochain, c'est qu'il ne suffit pas de parler de propriétés de la matière, c'est-à-dire les propriétés microscopiques de la matière, mais si on veut savoir comment mécaniquement les choses se comportent, il faut parler de matériaux, il faut parler de leur forme, de leur longueur, de la façon dont les surfaces se prennent, et il n'y a que comme ça qu'on peut comprendre la mécanique, et je vous remercie. Merci. Ah oui. Je suis arrière-grand-père, et voilà le cadeau que je fais à mon arrière-petite-fille, Ambre, âgée d'1 mois. C'est un cadeau qu'on peut offrir à la naissance. C'est un cadeau de tenségrité. Au lieu de tenir cet ensemble par des câbles, par des barres, vous les tenez par des élastiques. Vous avez un ensemble de choses qui sont des choses maintenues en compression et des choses en tension, et le tout réalisant l'équivalent de ma rhubarbe. La rigidité vient du mélange de la compression et de la tension. Exactement comme notre corps humain tient, parce que vous avez finalement des muscles, des os qui sont maintenus en compression par des muscles qui sont maintenus en tension. Voilà, merci beaucoup à vous, Étienne Guillon. Je voudrais surtout vous féliciter de toutes les ruses et les stratagèmes que vous employez pour avaler un pot de miel. Je voudrais d'ailleurs maintenant, voilà. Alors, ça a l'air ductile là, hein, je crois. Bon, oui. Des questions concernant cette mécanique. Il y a par moments des choses que mais je ne suis que moi-même évidemment, comme disait je ne sais qui, que j'ai pas très bien comprises. Mais est-ce qu'il y a des questions directement? Sinon, j'en poserai aussi, moi. Oui. Attendez, on appuie. Voilà, j'ai une première question. Tout à l'heure, vous nous avez parlé donc du déplacement des glaciers. Alors, on comprend bien, par exemple, qu'un glacier, donc sur une pente relativement régulière, la glace étant solide, va glisser sur l'eau en surfusion. Comment peut-on expliquer que lorsque la glace arrive devant un ressaut, n'est-ce pas, cette glace est solide avant le ressaut, elle franchit le ressaut, et après le ressaut, elle est de nouveau solide? Est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce qu'elle est vraiment si solide que ça? Solide, c'est quand même une vision de l'esprit. Quand je prends un fil de cuivre, qui est vraiment du vrai solide, hein, plus simple que et que je déforme le fil de cuivre, si je le tire un tout petit peu, il est élastique, il revient à sa position d'équilibre. Si je tire plus, il est ductile, il va s'allonger, il ne reviendra pas à sa position d'équilibre, à la limite, il va casser. Il est pourtant bien solide. Mais qu'est-ce que c'est? C'est qu'à l'intérieur d'un solide, même un solide, vrai solide, tandis que la glace, c'est douteux comme solide, mais un vrai solide comme le cuivre, vous avez des défauts. Ce n'est pas un parfait cristal, et ces défauts vont se déplacer les uns par rapport aux autres et vont permettre que la matière se cisaille comme un liquide. Donc, je ne sais pas si on peut dire que le glissement du glacier, comme vous le dites, c'est uniquement un vrai solide qui glisse comme ça
à même sur une petite couche d'eau liquide. En fait, lui-même, si on regardait en différents points du matériau, ils vont se déplacer les uns par rapport aux autres. La notion d'insolite, la métallurgie, qui a fait énormément de progrès depuis en particulier les années 1950, l'a fait parce que les gens ont réalisé que pour comprendre la déformation des solides, la déformation des métaux et des alliages, ils se déforment. Ils reprennent ou ils ne reprennent pas leur forme, mais ils se déforment parce qu'il y a des défauts, et ces défauts vont permettre à la matière d'avoir des mouvements relatifs. Des choses qu'on appelle des dislocations, des défauts, et c'est par les défauts, s'il n'y avait pas de défauts dans la matière solide, le vrai solide non douteux, le barreau de fer, le barreau de cuivre, eh bien en fait finalement la matière se déformerait très mal. Le diamant, qui a très peu de défauts, se déforme mal. Et les matériaux comme la fonte, les aciers, si on essaye d'éviter qu'ils se déforment, si on veut qu'ils se déforment mal, c'est parce qu'on rajoute à l'intérieur des imperfections, par exemple du carbone dans la fonte, pour justement éviter que ces défauts se baladent de trop. Parce que la matière se déforme, parce que les défauts se déplacent et aident la matière à se déformer. Et c'est ce qui se passe pour la glace. Elle se déforme, je ne crois pas que c'est simplement qu'elle glisse sur le... Vous avez raison, elle glisse aussi sur le substrat, mais ce n'est pas uniquement ça. Dans les temps relativement longs, il y a des déformations de la matière. D'autres, la réponse vous satisfait? D'autres questions? Allez-y, je vous en prie. Oui, monsieur, bonsoir. Bonsoir. Concernant le verre, a-t-il un comportement particulier quand on s'approche du zéro absolu? Oh là là, il a un comportement déjà tellement particulier à 600 degrés. Je ne pense pas que le verre a été étudié pour ses propriétés à très basse température. Hein. Je ne crois pas que, peut-être je me trompe, mais le mystère du verre, parce que le verre reste l'état solide le plus mal compris aujourd'hui. La raison est très simple, mais je vais vous donner donc, vous prenez du verre qui est quelque chose de visqueux, je vous ai dit le souffleur de verre, et vous le refroidissez progressivement. Si c'était un liquide, comme on aurait pu penser que c'est un liquide, c'est assez visqueux, il y a une température où il serait devenu solide, on appelle un changement d'état, il cristallise. Et bien avec le verre, c'est jamais ça. Il se refroidit, il n'y a pas la température comme le 0 degré centigrade où l'eau liquide décide d'être solide, ça n'existe pas. Le verre continue, ce qui fait qu'on a tendance, en terminologie scientifique, à dire le verre est un liquide surfondu. C'est-à-dire, en gros, le verre, on peut dire qu'il est liquide, mais le temps de la déformation de ce liquide est tellement long qu'à la température ordinaire, il est 10 avec beaucoup de zéros de secondes. Alors maintenant, je pense qu'effectivement, si on continue à refroidir le verre, les temps vont être encore beaucoup plus longs. Je n'ai pas l'impression qu'on ait jamais étudié les propriétés du verre près du zéro absolu. Mais il est déjà mystérieux à 600 degrés, puisque au lieu de se solidifier, il reste un liquide, mais qui devient tellement plus pâteux que on a envie de dire que c'est un solide, mais c'est un liquide surfondu. Cela dit, sans parler de zéro absolu, moins 270 ou quelque chose comme ça, je crois, c'est quand même un domaine qui a dû être surveillé et étudié de très près pour tous les habitacles qui sont à des températures. Les cockpits d'avion, etc., doivent quand même. Oui, moi j'ai fait de la physique. Ma thèse, on mentionnait que c'était la supraconductivité. J'ai fait ma thèse avec Deugène sur la supraconductivité. Et on utilisait à l'hélium liquide, c'est-à-dire à 4 degrés absolus, on utilisait des cryostats, c'est-à-dire des thermos, si vous voulez, en verre. Ouais. Ben, il n'y avait rien de particulier. Ils étaient transparents, on voyait l'hélium à l'intérieur, mais il n'y a pas de problème, il n'y a pas de mystère du verre à quelques degrés absolus. D'autres questions? Oui, allez-y, je vous en prie. Bon, alors, à moi. Moi, j'ai envie de vous poser une question. Finalement, là, vous nous parlez de mécanique. On est bien d'accord? Ah oui, mécanique physique, parce que je parle de la mécanique, c'est quand même la matière, et c'est les matériaux, oui. Les études qui sont menées de par le monde
on pourrait penser qu'elles ont des applications tout à fait directes et tout à fait concrètes et tout à fait réelles. Vous avez tout à l'heure parlé d'architecture, on peut en parler probablement aussi pour les véhicules, quels qu'ils soient, coques de bateau, coques d'avion, coques de voiture, enfin, Oui. etc. Comment ça se passe là? C'est-à-dire que est-ce qu'il y a des labos spécialisés? Est-ce qu'il y a est-ce que cette recherche est encadrée, a des objectifs, ou est-ce que c'est un petit peu au petit bonheur la chance? Parce que je vous avoue une chose, ne le prenez pas mal, hein, mais entre la boule qui rebondit, celle qui rebondit pas, le coup de la canette de bière, pas de bière, voilà. Oui. Tout ça paraît un petit peu Bon, dispersé. non, c'est tout à fait applicable. Par exemple, la canette, je peux prendre. J'ai été pendant 15 ans de ma vie au conseil scientifique de Péchinet, donc conseil national, donc, et qui à ce moment-là, il a abandonné la boîte boisson, mais à ce moment-là, il travaillait sur la boîte boisson. Ils l'ont laissé à Alcoa maintenant. Et une des questions qui se posait, parce que si vous êtes capable de réduire un tout petit peu l'épaisseur de la boîte boisson tout en gardant sa même tenue, ben, vous gagnez beaucoup d'argent. Donc, quelle était la forme qu'on devait donner, même la forme qu'on devait donner au bord supérieur, bord inférieur, pour pouvoir augmenter la rigidité et en même temps, quand même, pour pouvoir, au moment où cette boîte, on l'écrase en fin de vie, le faire. Donc, tous ces trucs ont application. Ça, c'est vraiment le pain quotidien de Michelin, pour ne vous citer qu'une boîte. En fait, maintenant, le Michelin fait ce qu'ils appellent des pneus verts. Et, par exemple, les coureurs de vélo, coureurs cyclistes, ont des pneus, ceux qui font la compétition, qui doivent être tels qu'il faut qu'il y ait véritablement la bande de roulement, quand ils sont sur route comme ça, et très très peu de dissipation, mais il faut par contre que dès qu'ils se mettent à faire un virage, que ça adhère. Donc si vous voulez, le pneu vert qui dissipe peu, mais qui doit dissiper beaucoup quand il s'agit de changer de direction et ça, c'est véritablement, ce sont des fortunes par derrière. Tout ce que je vous raconte, là, mon copain de Gênes, là, qui était le grand homme de la matière molle, des cols, etc., il a beaucoup travaillé avec L'Oréal. L'Oréal, c'est un grand laboratoire, si vous voulez. Je ne vous ai pas parlé des plis aujourd'hui, mais les problèmes de plis, c'est extraordinaire. C'est arriver à réduire un petit peu les plis de nos âges, arriver à mettre des choses qui tendent sans avoir besoin de botox ou je ne sais pas quoi. C'est quelque chose d'important. Regardez les préparations. Non, je pense qu'au contraire, la science des matériaux a la caractéristique, c'est qu'elle n'est pas du tout monodisciplinaire. Vous ne pouvez pas faire des matériaux si vous n'êtes pas mécanicien, physico-chimiste et que vous ne vous intéressez pas aux procédés. C'est là le problème des matériaux. Les matériaux, ce sont une structure, une fonction, ça c'est la matière, ce sont des procédés et ce sont des performances. On présente souvent le tétraèdre des matériaux. Une structure, une fonction, des procédés qui vous aident à le construire, et puis une recherche de certaines performances. Donc, et aucune ne doit être privilégiée, toutes travaillent ensemble. Non, au contraire, je pense que la science des matériaux est beaucoup plus concrètement utilisée actuellement par l'industrie, par l'ingénierie. Vous citez moi, génie des procédés, je vous ai dit génie alimentaire, etc., que la physique ou la chimie de base, parce qu'elle est mixte. C'est une science du mixte, c'est une science de l'impur, c'est une science du mélange. Oui. Non, je pense que oui. Oui. Venir. Mais justement, alors, avec l'avènement des nanomatériaux par rapport aux matériaux classiques, qu'est-ce qui va se passer au point de vue des phénomènes de déformation? Est-ce que ça va être intéressant? Qu'est-ce que ça va apporter au point de vue technologique? Ah oui, c'est une tellement bonne question. Là, vraiment, ça demanderait un autre séminaire. C'est pas du tout. C'est clair que les nanos. D'abord, il y a un premier problème. Je lisais justement le livre d'une amie la semaine dernière qui était sur les réductions de masse, la dématérialisation, c'est-à-dire le fait de faire des choses plus petites nous conduit à repenser les matériaux différemment. Et est-ce que ça va être si différent? Et là, effectivement, d'abord les nanomatériaux, c'est clair que quand vous faites maintenant des matériaux nouveaux, vous allez les renforcer avec des fibres, avec des nanoparticules, vous allez leur donner des propriétés. Donc, je pense qu'effectivement, les nanomatériaux ne sont pas, dans mon exposé, je n'en ai pas parlé, ils ne sont pas du tout pris en compte, mais ils doivent être pris en compte. Alors, il y a effectivement la peur des nanomatériaux, la peur de ces choses qui se baladent dans l'atmosphère et qu'on ne contrôle pas, mais ils jouent un rôle important.
on les a déjà, ils existent déjà à l'intérieur de nos préparations, ils existent. Mais je crois que vous avez raison qu'il y a un effort à faire de mieux intégrer la connaissance des nanomatériaux et comment ça va modifier certaines propriétés mécaniques. Ce qui est intéressant dans les matériaux, pour moi, c'est que si vous voulez comprendre un matériau, il faut le comprendre à toutes les échelles. J'avais un truc que je ne vous ai pas montré, il y avait une éponge à crevettes, voilà, qui était là, l'éponge à crevettes de quelques centimètres, dans lequel c'est une éponge qui est dans les fonds sous-marins, et on voit effectivement les petites crevettes qui vont dedans, et puis après elles n'arrivent plus à sortir, et on la montre à plusieurs échelles, et c'est une vraie construction hiérarchique. Elle commence du nano en bas à droite, ce sont des petites particules de silice qui font ce qu'on appelle en chimie douce, qui vont faire des fibres de verre à température ordinaire, et à droite, c'est une architecture qui est une architecture complexe. Donc, ce n'est pas juste nanomatériaux, c'est comprendre l'organisation des matériaux du nano jusqu'à la Tour Eiffel. Comment, finalement, les échelles de taille vont interagir, et évidemment en prenant de plus en plus en compte les échelles nano. Mais il faut aller du nano au macro. Et le nano n'est pas tout seul. Le nano, c'est une échelle d'observation de la matière. Mais vous avez tout à fait raison. Merci beaucoup. Alors, à propos de nano, etc., sortons du monde de la nanotechnologie, mais est-ce que la mécanique a des analogies avec, par exemple, des études et des phénomènes que l'on remarque en chimie moléculaire ou en biologie? Est-ce que la cellule a une structure, par exemple, même si ce n'est pas totalement votre champ d'application, mais est-ce que la cellule peut avoir des résistances à la pénétration d'un virus, etc., en fonction? Oui. Alors, je ne me lancerai pas dans l'aspect carrément biologie santé. Par contre, où je suis capable un petit peu mieux de parler, c'est justement dans ces chapitres de la chimie douce. Vous avez un professeur Jacques Livage au Collège de France, qui est un des grands pionniers, grands travailleurs de la chimie douce, qui montre tout à fait qu'on va être capable de réaliser des structures qui sont des structures que la nature prépare elle-même à température ordinaire, avec les éléments de la température ordinaire. Si je prends la nacre par exemple, la nacre se fait avec la calcite, l'aragonite. Qu'est-ce que fait la nacre? La nacre qui se forme, ce sont des petites couches de calcite, de carbonate de calcium, entre lesquelles on a interposé des couches de polymères. Ici, le H tout à fait par accident, I, c'est vraiment de la chimie douce, ce sont des petits grains de silice qui vont faire des fibres, et là, H, ce sont des fibres, et entre elles, ce qu'on voit qui décroche, ce sont des couches de protéines qui les ont collées. Donc c'est comme... et pour pouvoir comprendre comment se fait cette synthèse, il faut faire de la biologie, parce que c'est la machine biologique qui le fabrique. On ne sait pas encore faire la nacre synthétique comme sait le faire la nature, parce qu'on ne comprend pas assez bien les problèmes biochimiques. C'est vraiment de la biochimie. Et je crois que c'est un gros enjeu, parce que faire des fibres de verre, comme ce que fait cette éponge à crevettes, ça se fait au milieu de degrés. Et là, ces petits grains de silice qui se soudent eux-mêmes et qui font des fibres de verre aussi résistantes, si vous regardez la toile d'araignée, si vous regardez tout ça, ce sont des synthèses qui se font à température ordinaire. La toile d'araignée, il faut la comparer au Kevlar, qui est la fibre la plus résistante que nous ayons. Peut-on arriver à synthétiser, comme le fait l'araignée ou le ver à soie, peut-on arriver à faire des fibres aussi résistantes que ça? Donc, je pense qu'effectivement, vous avez totalement raison, ça c'est une affaire de biochimie. Maintenant, les problèmes touchant à la santé, alors moi je me suis toujours mis à une sorte de barrière, de ne pas rentrer là-dedans, parce que c'est le problème du vivant, c'est délicat, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Il y a beaucoup de gens qui y travaillent. Je savais, mon ami Pierre Potier, qui était pharmacien, qui est un grand pharmacien, qui avait écrit un livre qui s'appelle Le magasin du bon Dieu, qui montrait comment l'extraction de molécules naturelles à partir de l'IF permettait d'avoir des taxotères, qui sont des anticancéreux puissants. Mais si vous voulez, c'est très dangereux. Il y a des barrières qu'il ne faut pas passer. Pour moi, la barrière de la santé, par exemple, on dit, ah oui, vous êtes docteur en physique. En physique, ça va, ça limite. Un peu de chimie, je veux bien, un peu de
c'est bioconfortable. Cette expérience-là, c'est marrant parce que j'étais dans une école primaire et j'essaie de leur expliquer pourquoi la nacre était dure, parce que justement elle était molle. C'est-à-dire que la nacre fonctionne parce que vous avez des couches dures de calcite intercasées avec des couches de protéines qui sont molles. Donc vous les mettez, c'est ça qui fait la dureté. Et l'élève CM1, que c'est évident. Et le millefeuille, c'est quoi? Quand je mange un millefeuille, quand je commence à le couper, il ne se coupe pas parce que... Au miel. Voilà. Et pas au miel, par exemple. Que finalement, l'alternance dur-mou arrive à être beaucoup plus dure, beaucoup plus résistante que le dur tout seul. Donc finalement, ces notions qui sont comme ça, très, très savantes, en fait, on peut les faire partager à des jeunes. Ça, c'est bon. Je voudrais pas jouer à Noël Bréat, ma chère consoeur, que d'ailleurs, très gentille personne, qui est ses petits bateaux, mais j'ai un gosse un jour qui m'a demandé comment ça se passe, qui semblait extraordinairement étonné qu'un matériau qui casse, un verre par exemple, ou une assiette, un truc, et dont il rapproche les bords, ne se recolle pas spontanément. Alors je pense qu'évidemment on est dans le monde atomique, mais comment ça se fait que les atomes qui se tenaient par la main ne veulent plus, surtout qu'en plus il le faisait vite. Dans sa tête il avait l'impression que s'il attendait longtemps, il serait fâché, mais en les remettant tout de suite, ça devrait... Non, mais il avait raison, il y a des conditions dans lesquelles ça se rattrape. Il y a des matériaux qui se réparent. À l'école physique et chimie, Ludwig Lebler a fait non pas la une du Monde, c'est difficile, mais a fait la une de la page centrale du Monde parce qu'il a retrouvé des polymères qui effectivement se coupent et se ressoudent. En fait, ils se ressoudent parce que les polymères, je vous ai raconté, c'est des nouilles. Ils se mettent à côté, mais ces nouilles ont une mobilité et elles arrivent à retisser entre le truc et ça recolle. Donc le recollage est une notion possible. Il se trouve que dans l'atome, c'est dans les solides qu'on clive, c'est qu'on n'arrive jamais à ce degré de précision. D'autre part, il faut savoir que la pollution est énorme. Pour étudier, pendant un temps, la mode en physique des solides, ça a été d'étudier sous ultravide des surfaces propres. Sous ultravide, vous avez sous un vide très très bon, c'est 1 suivi de 10 zéros d'un millimètre de mercure, c'est très très. Donc la façon d'avoir une surface propre, c'est vous prenez un vrai cristal, vous le cassez en deux et vous le clivez. Vous avez un plan, donc il est propre. Si vous avez le vide qui est un vide ordinaire, en l'espace d'une seconde, votre surface est recouverte d'une couche atomique. Donc finalement, garder une surface propre, atomiquement propre, c'est très différent. Des fois, la plupart du temps, c'est suffisant. L'aluminium, c'est quelque chose qu'on comprend. Garder de l'aluminium, une surface d'aluminium propre, est quasi impossible. L'aluminium, en l'espace d'une fraction de seconde, se recouvre d'alumine. D'ailleurs, c'est ce qui fait que l'aluminium est intéressant techniquement, c'est parce que l'alumine protège l'aluminium. S'il n'y avait pas l'aluminium, il se dégraderait. Donc nos boîtes de conserve, elles disparaîtraient plus vite. Mais donc une des raisons de mais la question de votre élève est tellement bonne, parce qu'en même temps c'est pas faux. Il y a des situations où ce qu'il dit est correct. Ah mais, oui. Vous trouvez ça tout à fait... Non, mais elle est tout à fait raisonnable. Et si on est capable de mettre atome contre atome et qu'entre-temps on n'a pas mis une saloperie entre les deux, eh ben ça va se ressouder. Et je vous dis, ça existe. Évidemment, c'est un des rêves les grandes inventions. C'est pas un des rêves des industriels de la colle, en tout cas. Une des inventions qui est intéressante, dont l'histoire mériterait d'être racontée, c'est le post-it. Le post-it, c'est une grande invention. C'était pas du tout. Le post-it a été découvert, ça fait partie des découvertes. Une découverte, c'est comme mon silipeté, une découverte accidentelle. C'est pas ce qu'ils recherchaient. L'idée du truc qui se colle, qui se décolle, qui se recolle, c'est pas évident et c'était pas recherché. Les gens n'avaient pas eu du tout l'idée. Et évidemment, dès le moment où on a compris ça, les applications étaient Flores, hein, mais c'était pas une idée évidente. Les gens l'avaient pas eu. Non, la colle, c'est vraiment un sujet fabuleux. Pour ça, Eugène, quand il a eu son prix Nobel, ils ont parlé du père la colle. Lui-même n'a jamais trop travaillé sur la colle, mais il travaillait sur la matière molle. Mais donner une noblesse à la colle, c'est quelque chose d'assez fabuleux. Le problème de la colle, c'est ce que j'ai raconté. Moi, là, je suis un peu inquiet, mais je n'en sais rien. Comment ça va vieillir?
On nous dit ça marche, hein, on accroche l'éléphant avec ses pattes, on met de la colle et puis ça tient. La question c'est qu'est-ce que ça fait? Enfin pas pour l'éléphant, mais qu'est-ce qui se passera au bout de 10 ans? Le vieillissement est quelque chose de très difficile à vraiment anticiper. Y compris dans les soudures, y compris... Ah, y compris, oui, ah, ben dans tout. Non, dans la métallurgie aussi, mais enfin, là je dirais plus particulièrement dans les cols organiques. Oui, monsieur? Voilà. Est-ce qu'on peut considérer l'ADN comme un matériau? Oui, c'est tout à fait intéressant. Oui, alors, j'ai écrit à ma copine là, qui a fait cette conférence, Bernadette Bensaut, qui est une grande philosophe des matériaux. Est-ce qu'on peut parler de matériaux pour des choses que fabrique la nature, construit la nature? Elle ne m'a pas répondu parce que je crois que je lui ai envoyé la lettre parce qu'elle avait fait une conférence la semaine dernière. Elle ne m'a pas encore répondu, mais c'est exactement la question. Alors j'en ai parlé à deux, trois copains là pour voir ce qu'ils pensaient. Eux disaient non, le matériau, il faut qu'il y ait une intervention humaine, une intervention de l'intelligence. C'est mon maître quand j'étais petit à l'école qui s'appelait Alfred Kassler, lui mettait toujours en avant l'homo faber, l'homme artisan par rapport à l'homo sapiens. C'est quand même le matériau, c'est la construction de l'homo faber, qui a une fonction. Le livre que j'ai fait là, que j'ai piloté, s'appelle Matière et matériaux. De quoi il fait le monde? On a décidé, ou j'ai décidé, de ne pas le construire autour des propriétés de telle chose, de telle chose, de telle chose, mais autour de fonctions. Il faut quoi? Se nourrir, se déplacer, habiter, s'embellir, et j'en oublie un. Enfin, en gros, c'était trouver des fonctions à remplir par un humain, mais aussi par la nature, ou par des animaux. Se déplacer, une plante, une graine qui est envoyée par le vent, elle se déplace. Un animal se déplace. Finalement, une liane se déplace. Et simplement, on ne parle en général de matériaux que quand je crois il y a l'intervention de l'homme. Il me semble. En fait, c'est une extension, je ne sais pas, vous n'êtes peut-être pas d'accord. Ah, le génie, pardon. Ah oui, vous avez raison. Là, vous ne pensiez pas du tout la synthèse naturelle de l'ADN, mais le génie génétique, ah oui, c'est des matériaux. Moi, je pense qu'effectivement, les nano-assemblages qu'on a maintenant, qui nous permettent de dire qu'on va pouvoir mettre atome contre atome, ou molécule contre molécule pour faire les assemblages, c'est des matériaux. Il y a vraiment le grand homme de ces matériaux, pour moi, en France, qui est plutôt chimiste, c'est Jean-Marie Lehn. Jean-Marie Lehn qui a eu un prix Nobel de chimie, et Jean-Marie Lehn s'est intéressé... Et qui a parrainé les forums jeunes dont Science Action s'occupe et que vous retrouverez sur le site www.scienceaction.asso.fr. Déling. Voilà. Excusez-moi de vous avoir... Non, pas du tout, c'est de la bonne pub, ça. Non, que j'aime beaucoup. Et Jean-Marie Lehn s'intéresse actuellement à ce qu'il appelle les logos moléculaires. Les Lego moléculaires. C'est la pub. C'est la pub qui vous a fait dire ça. Oui. Et qui effectivement regardait les différentes façons de mettre côte à côte des Legos pour que, en gros, en secouant les Legos, ils construisent des édifices et que ces édifices remplissent des fonctions. Mais je pense qu'à partir du moment où c'est une volonté de l'homme, une volonté du savant de construire ça, je dirais que c'est un matériau. Évidemment, alors maintenant il y a des matériaux qui s'auto-reproduisent, etc. Alors ça c'est vraiment des problèmes un peu savants, mais enfin c'est des matériaux pour moi. J'aimerais savoir la dose de risque que l'humanité. Attention, je ne suis pas un fanatique du tout du principe de précaution qui consiste à quand même. On en arrive aujourd'hui à ne plus traverser sous prétexte qu'on risque de se faire écraser, au lieu de regarder à gauche et à droite avant de le faire. Mais j'aimerais quand même savoir la qualité ou du risque que prennent toutes les constructions ultra modernes. Vous savez, quand on voit un certain nombre de réalisations à Abu Dhabi avec des tours, etc. Là, on est dans le domaine de l'architecture. Est-ce que l'on peut dire que c'est... Attention, pas de critique, encore une fois, mais est-ce qu'on peut dire que c'est quand même valable autrement que sur le papier? Est-ce qu'il n'y a pas une part de risque? C'est vraiment le problème que j'ai pas voulu aborder. J'ai juste marqué le mot du vieillissement, hein, la façon dont les
les choses vieillissent, parce qu'il y a deux choses dans le vieillissement. Il y a d'une part une évolution qui est lente, avec des lois d'évolution, qu'on va essayer d'extrapoler, de prolonger là, mais le fait que ce vieillissement lent donne des fois des phénomènes rapides. Donc, je pense que des sujets anciens, parce que les sujets nouveaux, comme le béton par exemple, si vous allez au laboratoire central des ponts et chaussées à Paris, sur le boulevard des Généraux, à Paris Sud, vous avez au sous-sol des laboratoires, pas des laboratoires, des pièces d'essai dans lesquelles on va essayer de faire vieillir des matériaux en accélérant ce vieillissement. C'est-à-dire vous allez avoir des piliers en béton qu'on va avoir laissés ici 20 ans, 30 ans. On les a soumis à des conditions de température, d'humidité, etc. pour accélérer le vieillissement, pour effectivement essayer de faire en 20 ans ce que normalement la nature fera en 100 ans. Donc c'est un véritable enjeu. Quand le pont de Millau, il a été garanti pour 100 ans. Si, le contrat, l'engagement, c'est pas un engagement. On compte plus les machines à laver qui claquent avant leur fin de garantie. Hein, oui, mais d'ailleurs c'est pour ça, quand vous êtes patron maintenant et que vous achetez quelque chose, vous êtes obligé de mettre de l'argent en réserve pour le remplacer au bout de 5 ans. Ben oui. Non, mais je pense qu'en fait, ceci étant, il y a une science. Le vieillissement, une science. Et un des sujets les plus intéressants sur le vieillissement, c'est justement le verre. Pratiquement, un des problèmes de figue des solides, de figue, la matière condensée, les plus compliqués, je vous ai dit, c'est tout ce qui concerne le verre. Le verre est très compliqué parce que justement, on ne peut pas dire, le verre, il évolue très peu. Je vous ai dit, le verre, c'est un liquide surfondu. Donc il évolue très peu. Il va pas se mettre à fondre comme ça tout d'un coup, il ne va pas se mettre à se liquéfier. Néanmoins, il évolue. Il évolue lentement. Donc, comment il évolue comment on peut changer l'évolution par exemple, des vibrations extérieures. Enfin, en tout cas, voilà un problème très compliqué de la science. Moi, j'ai écouté un de mes bons copains, là, j'étais à Toulouse, qui m'a parlé du Big Bang, des origines de l'univers, tout ça. Moi, je comprends rien, rien. Par contre, et je sais pas si, bon, moi, ça m'intéresse pas. Enfin, c'est autre chose. Mais par contre, ça m'intéresserait d'un peu mieux comprendre comment les choses, voire les êtres humains, comment le vieillissement se fait. C'est un problème tellement important, tellement vital, la prévision, l'anticipation, voilà, moi je ne suis pas capable de vous donner une réponse. Mais il y a des situations où on sait comprendre ce vieillissement. Oui, monsieur Le Stume. Oui, il y a pas très longtemps, il y a un monsieur qui passait le pont de Tancarville, un des milliers qui passent tous les jours, et puis le matin, il y a un tauron du câble qui pendouillait. Et pourtant, le pont de Tancarville n'est en usage que depuis 1960. Qu'est-ce qui peut bien se passer dans l'acier pour que tout d'un coup, il casse comme ça, sans qu'on le sache et sans prévenir personne? Alors, on a été obligé, bien sûr, de changer le câble. Ça a été des acrobaties extraordinaires, mais il n'empêche que ça fait un peu froid dans le dos a posteriori de penser à ce bout de tauron là qui était là comme un imbécile, alors qu'on était avec un gros câble qui fait 50 cm de diamètre. Oui. Non, il y a un vrai problème. Je vais vous raconter une histoire en réponse à ça. Il y avait un monsieur qui était un des très grands scientifiques du XIXe siècle qui s'appelait Navier. L'équation de Navier, c'est la grande équation de mécanique. Navier était ingénieur du corps des ponts et chaussées, qui était un corps qui a fait un boulot extraordinaire avec des très grands mathématiciens, des très grands ingénieurs, des très grands physiciens qui étaient souvent l'un et l'autre. Navier, on lui construit un pont qui est le pont du Trocadéro. Et les Français étaient bons en mathématiques, en particulier, ils avaient su bien comprendre cette chaînette pour les ponts suspendus. Il est allé en Angleterre, il avait compris que les Anglais, ils ne se débrouillaient pas bien, ils étaient très empiristes, donc ils faisaient des ponts, ils surdimensionnaient leurs ponts et tout ça, et il a réalisé effectivement que les Français étaient bien, bien meilleurs, puisqu'on avait une école mathématique très forte, Poisson, Cauchy, etc. Enfin, c'est des noms, peut-être que ceux d'entre vous qui ont fait un peu de science connaissent, et que ce n'était pas la peine, c'est un peu comme votre pont de Tancarville, je ne dis pas que maintenant on en est à ce point-là, mais l'histoire de Navier est intéressante, que ce pont qui construit au Trocadéro, il pouvait très bien, parce que c'est ça le problème qu'on a dit, alléger. C'était déjà le cas, ce n'est pas la peine, si on sait faire le calcul et qu'on calcule qu'avec cette force-là, ça suffit, donc il a fait ce calcul, il a construit le pont, l'ingénieur du pont, le pont a été là, évidemment il y a les piliers, puis après il faut les remettre et renoyer avec des choses comme ça.
Le seul point, c'est qu'il y a eu beaucoup de pluie, ça s'est un peu déchaussé, et le pont du Trocadéro, complètement construit, je raconte l'histoire de Navier dans ce livre, Matière et matériaux, il a été démoli avant d'avoir été inauguré. Qu'est-ce que ça prouve? Ça prouve que les pragmatiques, ceux qui n'avaient pas fait tous ces calculs subtils, qui avaient mis des coefficients de sécurité peut-être de 3 alors qu'on avait mis lui de 1,5, je dis ça un peu au hasard, ils n'avaient pas totalement tort et qu'il faut encore beaucoup de bon sens, il faut peut-être avoir utilisé la science, l'ordinateur, mais des coefficients. Et j'ai quand même l'impression, parce que mon histoire de Navier, je vous dis que je compte là-dedans, elle nous montre qu'effectivement les mathématiques ne donnent pas la réponse à tout et que le bon sens, ce qui s'est passé, c'est qu'il avait noyé des poteaux, des trucs, et que le sol s'est liquéfié, s'est fluidifié et qu'il a déchaussé. Donc le coefficient de bon sens qui fait qu'on va multiplier par 2 ou par 3, probablement, j'imagine que c'est ce qui va se passer à Tancarville et ce qui va se passer à Millau. Ne faites pas peur à Rouen avec Flaubert, qui se liquéfie pas et que tout se passe bien. Voilà, et qu'on n'oublie pas le poids de l'eau quand il pleut. Mais vous avez raison, ce qui est paradoxal, c'est que ces choses, elles tiennent, mais le moment où ça pète tout d'un coup, et on ne sait pas pourquoi. C'est ce que je disais, la fatigue, c'est vraiment des choses qui vont être très lentes, mais qui vont conduire à un décrochage. Et alors, justement, tout à l'heure, j'ai failli vous interrompre. Vous parliez de ces expériences qui consistent à reproduire une espèce de faux vieillissement, si je bien comprendre. Accélérer. Est-ce que pour vous, physicien, vous êtes physicien, pour vous, c'est accélérer les choses, c'est pas de toute façon un faux vieillissement? Enfin, il doit y avoir une différence. Oui, non, vous avez raison, c'est un faux vieillissement. Mais parce que les contraintes, on les accumule et on en donne peut-être la même totalité, la même globalité. Oui, c'est quand même, il y a quand même certaines lois, il y a des lois d'état correspondants. Par exemple, si je fais un modèle réduit d'un avion et que je le passe en soufflerie, je suis capable d'établir des correspondances entre la taille, la vitesse et les propriétés du modèle réduit et de l'autre. On essaye quand même de mettre des lois de correspondance qui font passer d'un truc à un autre. Elles sont peut-être pas aussi exactes, mais quand même, c'est pas n'importe quoi. C'est pas dire on va aller plus vite. On essaye de trouver des proportionnalités. C'est le problème des maquettes pour les liquides. Non, mais ce sont des maquettes. On s'aperçoit parce que la taille de la molécule d'eau, elle change pas, elle. Donc, non, mais la taille de la molécule d'eau, c'est un des éléments, mais il y a d'autres tailles qui interviennent. La taille des pores, des petits canaux qui font pénétrer l'eau à l'intérieur du béton, ça, c'en est une autre. D'autres questions? Oui, monsieur, bonsoir. Allez-y. J'ai une petite question alors, sur les lois de la mécanique de manière générale. Alors, je crois qu'il y a eu une question tout à l'heure sur les nanomatériaux. On imagine bien que les lois classiques de la mécanique, tout ce qu'on peut imaginer, ça s'applique bien pour des matériaux de taille raisonnable, mais si on descend la taille des objets, ça ne va plus vraiment s'appliquer. Et il y a quelques exemples où on a découvert que voilà, tel nanomatériau, je sais pas, les nanophiles, nanotubes de carbone, etc., effectivement avait une résistance bien supérieure à celle qu'on pouvait prévoir, ou des fils d'araignée, ou il y a d'autres exemples comme ça. Est-ce qu'on a des idées là-dessus sur le changement d'échelle, quoi? Alors, il y a un côté qui est intéressant, c'est que finalement, les lois, je dirais, macroscopiques, les lois pour un grand fil, un gros fil par exemple, ou les lois pour un liquide qui passe dans un gros canal, et les lois microscopiques ou nanoscopiques marchent assez bien les unes avec les autres. Il n'y a pas brutalement un changement qui dit la physique qui s'appliquait là s'applique plus. Il y a une limite ultime, qui est peut-être la taille de quelques atomes, mais finalement, ce n'est pas du tout déraisonnable. Toute l'expérience que nous avons, c'est que ce n'est pas déraisonnable d'appliquer des lois qu'on a établies pour des choses un peu grosses à des objets très petits. Ça marche beaucoup mieux que ce qu'on pourrait penser. Alors pourquoi je vous dis ça? C'est pas, moi, j'ai pas travaillé là-dessus, mais vous le savez maintenant, on est capable de faire de l'expérience fondamentale sur des objets très petits.
On est capable de mesurer des forces sur ces objets qui font la taille de quelques atomes. On est capable de déplacer les atomes, donc on est capable de faire des vraies mesures de mécanique et de physique sur des objets très petits. Et bien on s'aperçoit quand même que jusqu'à des objets très très petits, nanomatériaux, les lois macroscopiques s'appliquent assez bien. Au moins c'est une petite chance. Mais ça marche beaucoup mieux que ce qu'on aurait pu penser. Si vous voulez, par exemple, un liquide qui coule dans un tube, on sait que la vitesse, en gros, elle s'annule au bord du tube. On s'est dit jusqu'à quelle distance? C'est jusqu'à quelques tailles atomiques. 2-3 tailles atomiques. Non, les lois de la physique... Dans les gros et dans les petits tubes, alors? Oui, dans les petits tubes. Elles sont très résistantes à ces changements. Ça m'embête parce que si c'est un tout petit tube où on ne pourrait laisser passer qu'un ou deux atomes, ça coulerait plus. Ouais. Eh ben, heureusement que c'est pas comme ça que ça se passe. Quand vous regardez les capillaires sanguins, ils arrivent à avoir des diamètres plus petits que les globules rouges. Pourtant, les globules rouges, ils passent dedans. Bon, je cherche pas. Ben, ils se déforment, il faut pas. Ils trichent, hein, bon, voilà. Mais ils passent dedans, ils passent dans vos petits capillaires sanguins, vous avez des capillaires plus petits que la taille d'un globule. C'est des gros capillaires, moi. Bon, une chose encore, est-ce que vous avez l'impression, ça je vous demande juste une impression, ou à savoir si vous l'avez bien sûr, mais est-ce que vous avez l'impression qu'il y a en mécanique des choses que l'on va découvrir? C'est-à-dire, tout à l'heure, j'ai été frappé par votre affaire de rupture ponctuelle, j'appelle ça comme ça, je ne sais pas comment vous appelez ça, localisation, voilà, à cause de effectivement, du fait que le mètre ruban est un petit peu incurvé. Avez-vous l'impression que depuis la Grèce antique, voire, pourquoi pas, les sapiens des grottes de Chauveau, on soit passé à côté d'une forme? Non, je pense pas, vous avez raison. Vous avez raison. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas beaucoup de choses nouvelles. Là, j'utilise comme référence souvent le livre de deux amis, Yves Pommeau, qui est un senior de l'Académie des sciences, et Basile Odoli, qui est jeune chercheur, qui a eu l'Ig Nobel pour les spaghettis. Ça s'appelle Elasticity and Geometry d'Oxford, qui est paru en anglais, mais qui est un livre d'auteur. Et on s'aperçoit que finalement, quand on le regarde, on va retrouver des noms comme Gauss, comme Navier, comme etc. Simplement, on a une vision plus globale actuellement des choses. Je ne pense pas, il n'y a pas de révolution, c'est plutôt dans la façon dont ces problèmes fondamentaux dialoguent avec les applications et dialoguent avec les matériaux. Donc, mais je ne pense pas que c'est une science saine. C'est pas une science à révolution, on n'attend pas nouvel Einstein. Peut-être il viendra. Par contre, comme le disait monsieur, le fait de voir comment la mise en place des nanomatériaux à l'intérieur de ça va changer les choses. C'est vraiment une science mixte. Une science mixte. C'est une science, je pense qu'effectivement, un grand mécanicien d'il y a un siècle aurait compris beaucoup de ces choses-là. Par exemple, Basile a travaillé sur d'ailleurs son titre s'appelle From Hair Curls to Non-Linear Response of Shape, sur des cheveux, des boucles de cheveux. Et il a travaillé en particulier, il a fait du joli travail sur les boucles, sur les cheveux, en montrant qu'il y avait plusieurs régimes des boucles de cheveux, des boucles les anglaises, il y a les cheveux tendus, il y a les cheveux, enfin pour les gens qui ont des cheveux, hein, bien sûr. Mais on peut dire qu'à la limite, il a pris un problème de mécanique qui devait être connu, il l'a appliqué, parce qu'il était conseil dans une boîte à L'Oréal, disons, et pour essayer de comprendre comment on pouvait travailler, c'est-à-dire, on sait très bien que toutes les femmes africaines qui ont des cheveux bouclés veulent avoir des cheveux raides, et beaucoup de femmes européennes qui veulent avoir des cheveux raides veulent avoir des cheveux bouclés. Donc, il faut satisfaire les deux publics, donc, quelles sont les propriétés, comment la physico-chimie, comment les adjuvants, c'est de la kératine, le cheval, le cheveu. Je trouve d'ailleurs qu'il y a une exposition Palais de la Découverte qui ouvre la semaine prochaine, qui inaugure la semaine prochaine sur le cheveu. Oui, le cheveu, c'est pas nouveau comme ça. La mécanique du cheveu, c'est pas nouveau, mais tout ça mis ensemble fait une science applicable, une science aimable. Mais je suis d'accord que
il n'a pas, si quelqu'un cherche une révolution scientifique, Oui, c'est pas. peut-être qu'il y en aura, mais Oui. c'est pas là qu'il faut la Ça chercher. sera encore par hasard, quoi. C'est pas. Voilà. Mais je me suis aperçu, donc ayant eu la chance de travailler vraiment avec un des plus grands cerveaux de ce XXe siècle, de Gênes, ce qui m'a toujours frappé avec Pierre Gilles, c'était que son discours ou les problèmes qu'il posait n'étaient jamais rigoureusement savants. Il se posait des questions. Et à partir de ce sujet, il faisait des choses qui étaient tout à fait nouvelles. Il invente les cristaux liquides, il comprend différemment les polymères, mais il n'a pas inventé les cristaux liquides, ils ont été inventés en Allemagne en 1890. Les polymères, il y avait les polymères naturels, les plastiques, c'est 1940. Donc, c'est pas une révolution scientifique einsteinienne, si vous voulez, mais c'est quand même beaucoup de contributions très nouvelles qui nous obligent à regarder différemment des problèmes classiques. Je pense à l'hydrodynamique, par exemple. L'hydrodynamique ou l'aérodynamique, hein, enfin, tout ce qui est pénétration dans l'air, traînée, etc. Les grandes découvertes dans ces sujets n'ont pas, elles ont été peu nombreuses, mais néanmoins, les avions ne volent pas comme ils volaient au début du siècle, du 19e siècle. Non, je pense qu'effectivement, vous avez posé le doigt. Moi, je crois que l'originalité ne se manifeste pas de la même façon qu'elle se manifeste, par exemple, en physique atomique, où il y a des vraies révolutions. Mais ce n'est pas pour dire qu'il n'y a pas des progrès considérables qui se font. Moi, sur les 20 ou 30 années où j'ai travaillé là-dessus, les progrès sont colossaux. Et tout de suite appliqués, c'est peut-être ça aussi qui est intéressant. Ou bien appliqués, ou au contraire que ces applications qui vont poser des problèmes. J'ai fait une émission chez Mathieu Vidard, là, il s'appelle... Vous les avez tous eus, Mathieu Vidard... Il s'est retrouvé que j'ai eu avec un type qui avait posé une question, on est en contact avec lui actuellement, et ça, d'ailleurs je l'ai dit à Mathieu, dont j'ai mis un mot, il m'a répondu le lendemain parce qu'il était content, un type qui est un potier qui fait très très beau travail de poterie et qui voulait savoir comment éviter que le thé les gouttes de thé reviennent sur le bec inférieur. Alors on a une correspondance et pour comprendre, et je crois qu'on comprend avec lui une solution qu'il a pu mettre pour effectivement éviter que ça goûte. Alors j'ai passé ça à Mathieu Vidard, il était ravi le lendemain, il dit ben voilà, il était content que ça soit, qu'on fasse de la petite physique, la petite science. Vous pensez, vous lui avez fait sa rubrique là, vous pouvez être content. D'autres questions? Non, toujours pas. Bien. Mais moi, j'ai encore une petite question. Qu'est-ce que vous pensez? Vous avez dit que vous aimiez bien Rouen. Vous avez vu que les vitraux étaient quelquefois en mauvais état. Ça, évidemment, comme dans toutes les villes. Mais qu'est-ce que vous pensez de ces bâtisseurs de cathédrales? Parce que là, c'est complètement empirique, quoi. Ils avaient aucune. Enfin, ils devaient avoir des tas de connaissances, mais qui étaient quand même assez loin de tout ce que vous nous avez raconté ce soir. Ils vont effectivement surdimensionner l'arc-boutant. Maintenant, on sait faire disparaître les arcs-boutants. Quand vous allez à la Sagrada Familia à Barcelone, vous savez comment Gaudí avait fait ses formes? Il a utilisé des chaînettes. Il a utilisé ce qu'il a fait pour avoir les formes optimales, parce que la chaînette est la forme optimale. Hein. Ce qu'il a fait, d'ailleurs, c'est à l'intérieur des bâtiments, il a mis des fils pendus avec des fois des masses, les a mis les uns à côté des autres, et en dessous, il y a un miroir, parce que les arcs-boutants, c'est l'inverse, c'est pas comme ça, c'est comme ça. C'est pareil, sinon c'est l'inverse. Et quand vous regardez à travers le miroir, madame, vous l'avez vu, ça, c'est assez spectaculaire. Quand vous regardez à travers le miroir, vous voyez le type de construction qu'il a fait. Et c'est évident que l'arc-boutant comme ça est beaucoup plus... il n'a pas besoin... Pardon, excusez-moi, pas l'arc-boutant. La voûte comme ça est une voûte optimale parce qu'il n'y a plus besoin d'arc-boutant. Comment s'appelle, Marie-Vonne, le type qui en Afrique fait les voûtes nubiennes? Les voûtes nubiennes qui sont aussi un effort de réaliser des voûtes en Afrique qui, au lieu de mettre des toits en tôle sur ces constructions en terre, font des voûtes qui ont des formes comme ça, qui s'appellent la voûte nubienne, qui effectivement leur permettent de bien rééquilibrer. Donc ils surdimensionnaient énormément, hein, c'est notre histoire de Navier et des Britanniques, mais quand même, c'est fabuleux, c'est fabuleux. Et c'est avant, parce qu'il y a eu quand même des grands ingénieurs, Brunelleschi, Leonardo, De Vinci, mais c'est avant que ça vient. Donc, évidemment, donc, empirisme, bon sens, c'est quand même, surtout à ne pas perdre. Oui, ça. Alors, ça c'est le piège de l'informatique.
les gens sont persuadés que du moment que vous avez fait travailler un code qui vous donne une structure, voilà, avant c'était peut-être au 19e siècle. C'est ce que je disais tout à l'heure pour tous les trucs ultra modernes, extraordinaires. Je me dis bon, mais ça tient sur mon ordinateur. Faut pas être contre le modernisme. Non, mais le bon sens, ça se met pas sur ordinateur, ça. Remarquez, la Sagrada Familia, elle n'est pas finie non plus. Hein, oui, elle n'est pas finie. Bon, voilà. Ben, écoutez, je voudrais vous signaler que Étienne Guyon, pardonnez-moi, va signer tout à l'heure hein, ce que disent les fluides en bas, là, au rez-de-chaussée de l'hôtel de région. Ce que disent les fluides, c'est un ouvrage paru chez Belin, un ouvrage collectif, hein, je pense. Non, enfin collectif, oui, on a. Oui, enfin, vous avez des collaborateurs. L'idée étant de présenter la science par des images. Voilà. Et alors là aussi, avec plein de photos, pour certaines d'entre elles un peu absconses pour moi, mais d'autres très marrantes. C'est matière et matériaux, de quoi est fait le monde. Toujours chez Belin. En ce qui nous concerne, on se retrouve le 24 novembre, comme vous le disiez tout à l'heure, Monsieur Gambier, pour aller voir par 2000 mètres de fond des animaux et des bestioles tout à fait exotiques qui peuvent nous faire penser d'ailleurs à des E.T. Qui sont sur notre propre planète. Hein, c'est les fameux les fumeurs noirs, etc., etc. Voilà, je vous remercie pour votre attention, d'être venu. Je compte sur vous et bonne soirée à vous et à vous toutes.